sur cet ordi. Donc, souriez, vous êtes filmé. On commence. J'ajuste juste mes écrans. Hop, alors attendez. Voilà, comme ceci. Normalement, vous ne voyez rien, c'est normal. Hop là, voilà. Est-ce que je vous vois? Oui, je vous vois bien. C'est parfait. Est-ce que vous voyez un visuel Picto Summer Camp? Maîtriser le dessin pour la pensée visuelle. Vous avez ça? Tout à fait. Hop, très bonne idée. Hop, très bonne chose. Et est-ce que vous avez la carte globale là, du déroulé? C'est bon. Donc tout est à jour et c'est parfait. Eh bien, écoutez, on commence. Donc en guise d'introduction, entre guillemets, vraiment sur le contenu de cette soirée, voilà le programme des 6 semaines. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder la page de présentation de la formation. C'est un peu plus détaillé. Claudia, tu peux la mettre maintenant si tu veux, mais on la mettra à la fin de toute façon. Si vous voulez en savoir plus sur le programme global. Donc, on est sur l'atelier 1 aujourd'hui, le 12 juillet, sur vraiment les bases du dessin pour la pensée visuelle, qui arrive un petit peu. Donc, on va voir vraiment ce que j'appelle le b.a.-ba du dessin pour la pensée visuelle, les concepts de base, et vous verrez que déjà avec ça, vous pourrez faire plein de choses pour transformer les idées en dessin simple. Dans la semaine prochaine, on verra les personnages, comment dessiner facilement vos personnages. Je vous donnerai mes méthodes, différents types de personnages. Enfin, on va en faire un tout petit peu ce soir, mais on verra vraiment les personnages comme ceux que vous voyez là, sur ces pictos. On verra sur le 3e atelier comment on peut dessiner tout ce qui est du domaine des émotions, de mettre de l'émotion dans vos visuels. Donc ça passe par les personnages, par les smileys, par différents éléments. Donc on détaillera ça sur le 3e atelier. C'est vraiment quelque chose qui va mettre de la vie en fait sur vos visuels. Sur l'atelier 4, vous voyez ma souris qui bouge? Oui, ok. Sur l'atelier 4 ici, j'ai noté ça, pratique avancée du dessin pour la pensée visuelle. On verra des choses effectivement un petit peu avancées au niveau technique et au niveau méthodologie. On verra les pictos un peu plus complexes, comment mélanger les pictos, on verra comment faire un peu de storytelling visuel, un certain nombre de choses, voilà, des choses sympas. Ça sera important d'avoir vu et pratiqué ce qu'on aura fait avant, vraiment pour tirer parti du 4e atelier, parce que je vais m'appuyer sur ce qu'on aura fait vraiment sur les 3 ateliers précédents, pour mixer tout ça et aller encore un niveau plus loin. 5e atelier, ça va être super sympa, c'est comment se construire une banque de pictos pour soi, mais aussi collectivement. Et donc, le but, là, ça va être de voir comment on peut automatiser la recherche et la production de pictos. Et vous allez voir, on fera des expériences qui sont très, très sympas, que je fais parfois en présentiel, si vous m'avez déjà vu sur du sketchnoting. Ça m'arrive de faire ça en fonction du temps que j'ai. Et là, du coup, sur le 5e atelier, vous êtes sûr, le temps, on le prendra. Pour la banque de pictos, ça va être vraiment la thématique. Et sur le 6e atelier, on verra les pictos numériques. Si vous avez une tablette, super, je vous montrerai comment faire. Si vous n'avez pas de tablette, super. Je vous montrerai aussi comment faire avec feuille, crayon. Là, il faudra plutôt un marqueur, du coup, un marqueur et feuille blanche pour les pictos numériques. Et je vous montrerai comment on peut travailler avec de l'analogique et son téléphone pour faire des pictos, un peu comme j'ai fait sur cette carte, vous voyez. Là, j'ai fait c'est plus que des pictos, j'ai fait carrément des visuels pour illustrer chaque branche. Et ces visuels, je les ai faits sur iPad. J'aurais pu faire ça sur papier aussi. J'aurais fait différemment avec du papier, mais j'aurais pu faire des choses qui s'approchent sur papier. Vous voyez, j'aurais plutôt fait que le picto. Je n'aurais pas forcément écrit en couleur comme ça. J'aurais fait différemment avec le logiciel. Donc voilà pour le programme de ces 6 semaines. Quoi vous dire de plus là-dessus? Qu'on commence ce soir, c'est 1 fois par semaine. Ça sera le mercredi, sauf le 4e atelier. Vous avez peut-être remarqué, 4e atelier, c'est pas un souci, j'ai une contrainte d'emploi du temps. Le mercredi, je ne serai pas disponible. Pour tout vous dire, il y a Claudia qui arrive en France. Voilà, je la récupère à l'aéroport mercredi soir, donc on ne sera pas ensemble. Pour le Picto Summer Camp. On fera ça la veille le mardi. Autrement, c'est le mercredi. Donc, on avance, on va commencer sur le programme. Hop. Si, une dernière chose quand même, au niveau du tarif,
Le tarif de lancement, je vais le laisser jusqu'à dimanche. J'avais dû l'écrire dans un mail il y a 2 semaines, je crois. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, vous pourrez faire ça d'ici dimanche si vous voulez aller plus loin avec nous, voilà, ou pas. C'est vous qui déciderez. Donc, on va voir effectivement le BABA pour le dessin pour la pensée visuelle. Très simplement, ce soir, on va voir quoi? Une mise en contexte du dessin pour la pensée visuelle. Qu'est-ce qu'on fait? À quoi ça sert? Dans quel contexte vous allez pouvoir l'utiliser? Les grands principes, l'alphabet visuel, l'ingénierie inverse. Vous pouvez voir que je ne parle pas là de l'alphabet visuel, mais des alphabets visuels. Pour ceux qui ont fait le mind mapping avec moi ou le sketchnoting, on va aller un petit peu plus loin que ce que je fais d'habitude en termes d'alphabet visuel. On verra les ombrages, qui sont un élément très intéressant et qui permettent de faire vraiment ressortir vos pictos sur les planches que vous dessinez. On verra à la fin les éléments essentiels à retenir. On a un dernier Marie qui va arriver, voilà. Et je vous proposerai l'activité joyeuse de la semaine. Le but, là, c'est pas d'être assis tranquillement dans votre chaise, même si c'est sympa quand même. C'est vraiment de pratiquer ce soir et de pratiquer un peu tous les jours. Et comme c'est les vacances, pour certains, certaines, en tout cas, sur ces 6 semaines, il y a de fortes chances que vous soyez en vacances à un moment ou à un autre. Le but, c'est pas de charger la mule pendant les vacances, c'est de faire quelque chose de très sympa, de très marrant. C'est 5 minutes par jour, c'est observer dans son quotidien, dessiner un petit picto, quelque chose, prendre une photo et le partager. Oui, ce que j'ai pas dit, sur le groupe Telegram, on va plutôt que WhatsApp, je suis passé sur Telegram. WhatsApp et Meta en général me donnent un peu des boutons hein, en termes de gestion des informations et de gestion de la vie privée, etc. Donc on passera sur Telegram. Ça marche comme WhatsApp, sauf que c'est beaucoup plus safe au niveau des informations. Et j'ouvrirai un groupe, donc ça ne sera pas un canal. Hein. Il y a le canal de la tribu des neuroefficients. Il y en a peut-être parmi vous qui en font partie d'ailleurs. Là, ça ne sera pas un canal, ça sera un groupe, donc ça fonctionnera exactement comme WhatsApp. C'est-à-dire que vous pouvez poster, il y aura des interactions, ça ne sera pas juste des choses que je posterai que vous pourrez commenter. Ça sera plus interactif. Si vous êtes OK, on commence directement par la mise en contexte de qu'est-ce que c'est que le dessin pour la pensée visuelle. Donc, la partie 1, voilà, le contexte. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la pensée visuelle? Il y a plusieurs façons de la définir. On pense souvent, quand on parle de pensée visuelle, à penser en images, faire des images dans sa tête, etc. C'est pas faux, on peut l'utiliser dans ce sens-là. Quand vous m'entendrez parler de pensée visuelle, d'une façon générale, j'utilise pas dans cette acception, dans cette définition. La pensée visuelle, pour moi, c'est un ensemble d'outils qui vont associer ces éléments, des mots et des éléments graphiques, pour représenter de l'information. Ça, c'est une définition très personnelle que j'utilise de la pensée visuelle. Donc, des mots et des éléments graphiques pour représenter de l'information. Pourquoi je ne dis pas des mots et des pictos? Parce qu'on va utiliser des pictos, mais on peut utiliser aussi d'autres choses en pensée visuelle. Si vous avez fait du sketchnoting, vous savez que vous avez à votre disposition une boîte à outils visuels complète, dont les pictos. Donc, les pictos, c'est vraiment ce qu'on va faire pendant ces 6 semaines, mais vous avez aussi des conteneurs, des connecteurs, des séparateurs, des puces, etc. Donc, pensez, pour la définition, pensez en termes d'éléments graphiques. Sachant que l'élément graphique qui pose en général le plus de soucis pour les gens qui rentrent dans le monde de la pensée visuelle, c'est les pictos. Il y en a parmi vous, vous pouvez mettre la main devant, qui se sentent nuls en dessin. Voilà, bon. C'est ceux qui ne sont pas encore formés avec moi. Ça tombe bien, on va faire ça ce soir. Là, le but, comme je le dis souvent en formation, j'ai 1 heure pour faire changer d'avis sur vos capacités et vous montrer que je ne vais pas faire de vous des Léonard de Vinci hein, ou des Michel-Ange, mais vous allez voir que c'est extrêmement simple de représenter des idées avec des dessins simples. Et c'est justement vraiment l'objectif du dessin pour la pensée visuelle, c'est le suivant, hein, c'est de prendre des idées, prendre des concepts, voir des objets, et de les représenter, de les transformer sous forme de pictos. Et qu'est-ce que j'appelle un picto? C'est un dessin simple avec des formes simples. Un dessin simple avec des formes simples. Donc là, vous voyez, rien que ce picto-là, si je vais vous demander de le reproduire, c'est pas très compliqué. On a un rectangle, on a des vagues, un arrondi tronqué pour le soleil avec des traits pour les rayons. Ça va pas être beaucoup plus compliqué que ce genre de choses, justement.
Ce qui m'amène à dire, et ça c'est vraiment important, on va parler, nous, de dessin pour la pensée visuelle. Hein, retenez bien cette expression du dessin pour la pensée visuelle. C'est ce que j'enseigne dans mes formations, c'est ce qu'on va voir pendant ces 6 semaines. Ce dessin pour la pensée visuelle, ce qu'on appelle les pictos, ça n'a rien à voir avec du dessin artistique. Je ne sais pas si certains ont déjà pris des cours de dessin parmi vous. Je vais vous avouer une chose, moi pas. Et c'est pas quelque chose, je me considère pas comme quelqu'un qui sait dessiner, je me considère absolument pas comme un dessinateur, même pas comme un illustrateur. Mes compétences, basiquement, mes compétences en dessin sont extrêmement limitées. Par contre, là où je pense être relativement bon, c'est que j'arrive à clarifier un message avec des dessins simples et en synthétisant l'information d'une certaine façon, avec le mind mapping ou avec le sketchnoting. Et pour arriver à ça, il n'y a pas besoin d'un haut niveau de dessin. Il y a juste besoin de pratiquer et de faire rentrer ça dans son quotidien. Est-ce que vous avez des questions jusque-là sur la définition du dessin pour la pensée visuelle, sur ce que c'est? On va voir en pratique juste après. On va vraiment... Vous allez sortir les crayons dans un instant. On est bon? Avant de passer à la pratique, je vous montre juste quelques contextes d'utilisation, hein, quelques exemples d'outils où on va utiliser ces dessins pour la pensée visuelle. Donc, je vous invite à affûter votre regard. Vous voyez, là, vous avez quelques pictos. Vous voyez que même ces pictos d'outils, ils sont dessinés de façon très simple. Pour ceux qui sont inscrits au Picto Summer Camp, vous aurez tout ce que je diffuse en support, je vous les mettrai en lien. Hein. Vous aurez le replay dans votre espace pédagogique et vous aurez tout ça en lien. Le premier que, à mon avis, vous connaissez tous, c'est le mind mapping. Tout le monde connaît le mind mapping ici? Oui? OK. Donc, je vais mettre une carte. C'est ma carte préférée de toutes les cartes que j'ai vues passer. Vous connaissez peut-être déjà cette carte. Je la montre parfois en formation. C'est la carte de Sophie Le Penner, qui est une des personnes qu'on a formées, qu'on a accompagnées, qui a été championne du monde de mind mapping également. C'était quoi? C'est en 2021, je crois. C'était en 2021. Et dans le processus d'accompagnement, hop là, je fais des gestes, mais j'ai mon matériel à côté. Dans le processus d'accompagnement, elle avait fait cette carte. Et c'est une carte que je trouve extrêmement puissante et vraiment très bien réalisée. Alors, le cœur de carte est un peu complexe. Il faut savoir que, de mémoire, Sophie, elle a fait les beaux-arts, je crois. Hein. Donc, c'est vraiment une artiste. Mais si vous enlevez le cœur de carte et que vous regardez les pictos autour, il n'y a rien de très, très compliqué. Vous voyez la génétique, par exemple. C'est 2 vagues avec des bâtons. Ça, on va voir comment faire. Oui, on va le voir ce soir, comment faire un chronomètre comme ça. Alors, moi, je fais de façon un peu différente. Mais vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Les personnages, vous verrez comment s'articulent les personnages, on verra ça la semaine prochaine. Très, très simple. Ça, c'est un personnage un peu plus complexe, mais vous voyez ces personnages-là. Bon, celui-là est un peu plus mis en forme. Moi, je ne fais pas des choses comme ça, mais ça, je fais très souvent. Vous voyez, la statue de la liberté. Hein. C'est extrêmement schématique et vous allez voir, c'est très, très simple à réaliser. L'aspect le plus compliqué dans un premier temps, ce n'est pas la réalisation, c'est de trouver l'idée, c'est d'avoir l'habitude de transformer des mots, des concepts en dessins simples. La réalisation, après, c'est vraiment très facile. Vous voyez, le temps, enfin l'agenda, pareil, c'est vraiment extrêmement compliqué. Extrêmement simple, excusez-moi, lapsus. Pas révélateur, c'est vraiment très simple. Donc voilà pour le mind mapping. Pour rappel, le mind mapping, hein, pour ceux qui ont juste des notions, on a un cœur de carte qui représente vraiment le sujet principal. On a des branches de premier niveau, qui sont les grandes catégories de ce qu'on va aborder autour de ce sujet. Et après, j'ai des branches, des ramifications sur lesquelles je vais avoir des détails. Plus je suis près du cœur de carte, plus je suis sur des informations importantes. Plus je vais sur la périphérie, plus je suis sur du détail et de la précision. Donc ça, c'est pour le mind mapping. Une autre carte qu'on va passer rapidement. Ça, c'est une carte dont je suis fier. Certains vont la reconnaître. Je vois David qui fait oui. C'est la carte de Léna, c'est ma fille qui a été championne du monde, c'était quand? C'était l'année dernière, je crois, 2022. Oui, c'était en 2022, en junior. Elle a tout remporté, les 4 médailles en junior cette année-là. Et ça, c'était sa carte sur l'épreuve créativité. Donc, ils avaient le mot nature et chaque participant avait 2 heures pour faire une carte comme ça, autour de la thématique de la nature. Donc, vous voyez les pictos qu'elle fait.
Donc, en exécution, il n'y a rien de très, très compliqué, vous voyez. Elle a fait son personnage qui est connecté, donc on verra la semaine prochaine comment faire des personnages facilement. Sorcière, vous voyez, le chapeau de sorcière, c'est un ovale avec un triangle. L'arbre, bon, ben, c'est un nuage avec un tronc, c'est extrêmement facile. La fleur, enfin, il n'y a rien de bien méchant dans les pictos, hein, comme vous voyez. C'est vraiment ça que je voudrais vous faire aborder. Ce que je vous avais montré là, donc cette carte-ci, cette carte-là, c'est vraiment de cartes qu'on va qualifier d'un haut niveau de réalisation. Ça demande un peu d'entraînement. C'est accessible pour moi, c'est accessible à tout le monde avec de la pratique, hein. Il n'y a pas besoin de faire les championnats, même si c'est un bon leitmotiv. Mais on peut aussi juste faire des cartes du quotidien. Ça, c'est la carte que vous reconnaîtrez si vous avez fait praticien mind mapping avec nous. C'est la carte que je distribue sur les règles de construction. Et vous voyez que les pictos sont extrêmement simples. Et ça suffit. Ça suffit. Hein. Et comme je le disais en introduction, on peut aussi utiliser ces pictos dans des cartes numériques. Donc, vous pouvez importer, bien sûr, des pictos numériques ou des images que vous trouvez sur Internet, mais vous pouvez aussi mettre vos propres pictos, ce qui donne encore plus de cachet à vos cartes, d'ailleurs. Donc ça, c'est pour le mind mapping. Je passe rapidement. Le sketchnoting, tout le monde connaît le sketchnoting ou certains ne connaissent pas? Dites-moi. Non, il y en a qui ne connaissent pas. Je vois des noms, des oui. OK. Alors, je vais aller rapidement. Le sketchnoting, c'est un autre outil de pensée visuelle. Autant le mind mapping, on dit que c'est le couteau suisse de la pensée visuelle parce que ça sert vraiment à tout. Ça sert à prendre des notes, ça sert à faire des fiches de révision, ça sert à mémoriser, ça sert à organiser ses idées. On peut même s'en servir dans des démarches de développement personnel, faire émerger des choses, c'est très, très intéressant. Ça s'utilise pour la gestion de professionnels, à la maison, au travail. Enfin, c'est extrêmement... Les applications sont très, très diverses. Le sketchnoting, l'application est simple, c'est de la prise de notes et de la prise de notes pour soi. Il n'y a qu'une application, c'est ça. Si on veut faire des visuels pour d'autres personnes, on verra ça après, c'est de la facilitation graphique. On va utiliser la même boîte à outils visuelle, mais la posture et les livrables sont vraiment différents. Donc, un sketchnoting, ça commence par un titre, un point d'entrée, c'est notre titre. On a vu que sur mind mapping, c'était le cœur de carte. En sketchnoting, c'est le point d'entrée. J'ai des éléments de contexte autour. Donc là, c'est une conférence que j'avais captée, c'était en 2020, juste avant le premier confinement. C'était une conférence à Nantes. Donc, j'ai quelques éléments de contexte et après, j'ai le contenu. Donc ça, pour vous donner un peu le contexte, quand je fais ce genre de prise de notes, j'avais fait ça pour moi, je les ai partagés après sur les réseaux, mais le but, c'était juste de prendre des notes pour moi sur le moment. J'ai un cahier comme ça. J'ai un cahier comme ça que je mets sur mes genoux, voilà, avec du matériel qui ressemble à ça. Vous voyez, j'ai juste ça. Et donc, encore une fois, sur ceux qui ne connaissent pas, quand on fait du sketchnote, on ne commence pas ici pour terminer là, hein. Un des grands principes de l'efficience cognitive qu'on utilise à fond dans la prise de notes visuelle, c'est aller de l'important vers le détail. Donc, on commence par les éléments importants et puis petit à petit, on rajoute les détails jusqu'à finir par les éléments de mise en scène. Okay, tout ce qui est les conteneurs. Donc, les conteneurs, c'est ce qui contient les boîtes, hein. Il y a un nuage ici, il y a un conteneur ici, un nuage là, un autre conteneur picto ici, un conteneur ici picto. On finit par ça, par les ombrages, etc. Et vous voyez, ici, il y a quelques pictos. Et c'est du direct, hein, donc je n'ai pas le temps de faire des pictos compliqués. Et si vous voyez les personnages, on verra ça la semaine prochaine, mais c'est facile à faire. Vous voyez un globe, un écran, une loupe. Donc, c'est des choses, vous verrez, ce soir, vous saurez faire ça et vous saurez faire des choses beaucoup mieux encore. Un autre exemple, je vais accélérer un peu. C'était pour une amie qui est coach, qui me parlait du coaching génératif. Elle avait fait une prise de notes et elle me demandait comment transformer ça en sketchnote et je lui avais montré. Voilà. Donc là, j'étais parti de son contenu et j'avais mis en forme. Vous voyez ici, très peu de pictos, hein. D'ailleurs, dans vos prises de notes visuelles, attention à mettre des pictos quand c'est bien approprié. Il ne faut pas inonder vos prises de notes ou vos planches avec des pictos parce que le plus important, ça va être la structure dans l'information. Le picto, il est là pour mettre en scène les choses qui sont vraiment importantes et pour capter l'attention. Oui, Olivier, tu as une question? Oui, bonjour Cyril. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. J'ai juste une question. Quand on voit ça, est-ce que ça se fait en un coup? C'est-à-dire quand on entend l'information, on arrive en un coup à structurer, le mettre sous forme visuelle, etc. Ou alors
est-ce que c'est une prise de notes, je dirais, plus peut-être classique, qui après on reprend pour, est-ce que c'est en 2 étapes ou c'est en 1 étape? Ça me paraît, très C'est compliqué de faire ça en 1 étape, quoi. c'est une très, très bonne question qu'on me pose souvent. On peut faire ça en 2 étapes, faire un brouillon et faire un visuel après, ce que je déconseille fortement parce que c'est 2 à 3 fois plus de temps de travail. Et alors, ça, c'est différent parce que je suis parti d'une prise de notes existante. Donc, c'était une synthèse d'un texte qui avait été, d'une prise de notes en formation qui avait déjà été synthétique. Ça, c'était facile à faire. Si je prends la dernière ici, ça, c'est vraiment du direct. Ça se fait en direct, mais ça se fait en 3 étapes, en fait. Quand on prend des notes visuelles, que ce soit mind mapping, sketchnoting, on a une phase de préparation, on a une phase de captation et on a une phase de finalisation. Donc, ça ne se fait pas, encore une fois, hein, on ne commence pas ici pour terminer là. La phase de préparation, c'est mon titre et mes éléments de contexte. La phase de captation, ça va être les idées importantes. Donc, je vais les mettre au fur et à mesure. Vous voyez, par exemple, c'est beaucoup de travail d'anticipation aussi. C'est de l'écoute active. Quand le titre, c'était les fake news et l'esprit critique. Et la personne a dit, Alexis Bellas, là, il a dit dans son introduction qu'il allait y avoir 2 grandes parties à sa conférence. Donc, quand j'entends ça, je m'apprête, je vais me dire, il y a de fortes chances que j'ai 2 grandes parties, avec peut-être une introduction. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Là, ici, c'est l'introduction, et là, j'ai la partie 1 et la partie 2, grosso modo. Le nuage, là, je l'ai fait complètement à la fin. Qu'est-ce que j'ai fait? Ce personnage, je ne l'ai pas fait tout de suite, je me souviens. Ça, c'était la définition des fake news. Donc, j'avais fait ça, j'ai marqué définition, et je savais que j'allais faire un personnage plus tard. Mais si ça va trop vite, je laisse un espace vide, voilà, et je vais le faire plus tard. Tu vois comment ça marche? Ça n'est que de la méthode, et c'est un peu de pratique au départ. C'est vraiment accessible à tout le monde. Il faut juste pratiquer, et il y a des façons de pratiquer. On ne pratique pas d'abord avec de l'enjeu. D'abord, on apprend comment ça marche. Et une fois qu'on apprend, on pratique sur des choses simples. Des audios, des vidéos sur YouTube où il n'y a vraiment pas d'enjeu. Et avec une petite dizaine de planches qu'on fait, on automatise déjà plein de choses. Vous n'imaginez pas, vous allez voir ce soir hein, déjà, et pour ceux qui font les 6 semaines, vous allez voir à quelle vitesse on progresse en fait. Il suffit d'un tout petit peu de pratique pour avoir un énorme impact sur cette prise de notes. Donc voilà, ça se fait en direct, mais ça ne se fait pas d'un trait, pour résumer. J'ai répondu à ta question, c'est bon? Tout à fait, merci. Dernière planche de facilitation de sketchnote. Alors là, c'est un peu un entre-deux. Ça devait être un brouillon. C'est un accompagnement. J'accompagnais Claudia qui faisait un accompagnement pour des entrepreneurs sur plusieurs jours. Et moi, je captais les différentes étapes et je pensais retranscrire ça sur iPad après. Voilà. Et en fait, j'ai trouvé que le résultat était très, très bien. Et donc, j'ai juste scanné. Voilà. Donc, et c'est souvent ça. Quand je fais des brouillons, ça se termine en planche finale parce qu'en général, je n'ai pas trop à retoucher. Et donc ça, c'était en direct, mais c'est tout le long d'une journée. Vous voyez, c'est différentes activités et chaque activité était assez longue, c'est du travail d'équipe, etc. Donc c'est très tranquille à faire et c'est un parcours qu'on avait co-construit en plus avec Claudia. Donc ça c'est facile, je savais où on allait en fait. Voilà. Et l'objectif de cette planche, c'était de pouvoir la faire, de pouvoir la transmettre à personnes qu'on accompagnait pour favoriser la mémoire épisodique, c'est-à-dire qu'en regardant cette planche, ça puisse les replonger dans l'expérience du moment, en fait. Ah oui, la roue de la vie, ah oui, les conclusions, etc., tout ce qu'on avait fait avec le paperboard, etc., etc. Dernier outil qu'on va voir ce soir, où on utilise les pictos, c'est la facilitation graphique. Ça, c'est peut-être un peu plus confidentiel. Il y en a qui ne connaissent pas la facilitation graphique. Ouais, c'est un petit peu moins connu. La facilitation graphique, c'est la façon d'utiliser la boîte à outils visuelle du sketchnoting. Donc, c'est quoi? C'est des conteneurs, du travail de typo, des connecteurs, hein, comme des flèches, des séparateurs, comme ça, des pictos, etc. Non pas pour soi, pour prendre des notes, mais pour les autres, pour favoriser les interactions au sein d'un groupe. Donc, il y a plein de pratiques au sein de la facilitation graphique. Il y a ce qu'on appelle le scribing, la prise de notes en direct dans les réflexions de groupe. Donc, le facilitateur, en général, il déroule une grande feuille qui scotche au mur et puis il dessine toute la journée comme ça. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle de la modélisation. La facilitateur graphique, il va prendre des notes et il va faire une planche a posteriori pour le groupe. Moi, ce que je fais beaucoup, c'est de la captation de conférences.
où je vais faire des visuels comme ça, par exemple. Donc, en général, j'ai un visuel de contexte. C'est plus que du titre, hein, c'est le titre et tous les éléments de contexte autour de ce que je vais faire après. Et plutôt que de faire une planche lourde et assez détaillée comme un sketch note pour moi, je vais faire des planches beaucoup plus légères en m'assurant que je transmette au mieux l'information qui est transmise, là en l'occurrence par l'orateur. Donc j'avais une planche sur l'introduction. Okay, donc c'était sur l'innovation, c'était en Belgique, ça, à Namur, ça fait un bout de temps, 2019. Et puis, il y avait 3 parties. Et à chaque fois que je revois ça, ça me fait rire parce que je pourrais quasiment refaire la conférence. Il y avait 3 parties. Donc, la première partie sur l'innovation est partout et pour tous. Deuxième partie sur les 3 temps de l'innovation. Vous voyez, avec les 3 temps, j'utilise certaines structures. Vous voyez, par rapport au sketchnoting, hein, il y a plusieurs façons de pratiquer la facilitation graphique. Moi, dans mes pratiques, mon objectif, c'est de clarifier au maximum l'information pour les lecteurs qui vont regarder ça derrière, ceux qui ont déjà suivi la conférence. Donc, je fais des planches le plus light possible et le plus clair possible. Et le troisième temps, c'était comment constituer une équipe d'innovateurs, en fait, avec les différents profils. Donc, ça, c'est une pratique. Vous voyez, contrairement à ce que je vous ai montré avant sur le mind mapping ou le sketchnoting, là, on a un blanc parfait, on a des couleurs qui ressortent bien parce que tout ça c'est fait sur iPad. Une autre pratique, ça va être de facilitation graphique, ça va être de dessiner sur des supports plus grands. En général, les plus petits supports qu'on utilise, c'est des paperboards comme ça. Ça, c'est une formation en intra dans une entreprise à la facilitation graphique et ils avaient comme exercice de synthèse à la fin de réaliser, ils étaient plusieurs à faire ça par service, de réaliser le fonctionnement de leur service pour exposer le fonctionnement de leur service à leurs collègues en s'appuyant sur leur visuel. Donc, on a une nouvelle arrivée. Et donc, là, ce qui va m'intéresser, c'est l'utilisation des pictos. Donc, ils ont fait, grosso modo, ce que vous allez faire ce soir et la semaine prochaine. Voilà. Et vous voyez, les pictos, ils sont en bon escient. Et si vous regardez encore une fois, c'est toujours des traits simples. Hein, c'est des dessins extrêmement simples. Et donc, ils ont utilisé leur planche ensuite pour exposer à leurs collègues le fonctionnement de leur service. Et là, c'est très important, c'est que l'exhaustivité en pensée visuelle, par définition, un outil de pensée visuelle, il n'est pas exhaustif. L'exhaustivité de l'information, elle est donnée soit par un texte linéaire, soit à l'oral. La pensée visuelle vient en appui sur les idées clés. Et le pictogramme va être super important ici pour capter l'intention, pour renforcer les informations importantes. C'est vraiment quelque chose de super important à garder en tête. Est-ce qu'on est bon pour l'introduction, les éléments de mise en contexte? Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe aux principes? Et déjà, dans les principes, on va aborder la pratique, un peu de pratique. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Il n'y a pas de main levée, donc ça doit être bon. Je prends un peu d'eau, parce que quand on parle, c'est important de boire. OK, alors, le principe, très simple, je vous l'ai déjà donné plusieurs fois quand j'ai parlé de picto, c'est d'utiliser des formes simples pour créer un dessin simple. Okay, c'est ça le principe d'un pictogramme, du dessin pour la pensée visuelle. Ces formes simples, c'est quoi? Elles sont regroupées dans ce qu'on appelle un alphabet visuel. Il y a plusieurs modèles, je vais vous en montrer 2. Il y en a un qui est très très connu et très ancien. Je ne pourrais plus vous redonner la source, c'est celui-ci, celui que j'utilise en formation. Si vous m'avez vu en conférence, en formation, j'en parle souvent. À partir de là, maintenant, je vous invite vraiment à dessiner, hein, à faire ce que je vais vous montrer. Donc, je vous invite à reproduire ces formes de l'alphabet visuel. Donc, le rond, le triangle, le carré, la ligne et le point. Ça a été repris notamment, j'ai redécouvert ça dans le livre de Mike Brody. Vous connaissez peut-être, il est là. Sur l'initiation au sketchnoting. C'est là-dedans, je crois que je l'ai revu. Pour la petite histoire, c'est marrant parce que le sketchnoting, c'est le dernier. Ah oui, c'est là. C'est le dernier outil que j'ai appris en fait. Je faisais du sketchnote avant que, entre guillemets, le sketchnote existe, dans le sens où, et j'étais pas le seul, hein, mais vous me voyez, je suis revenu en grand écran normalement. Oui, c'est bon.
Est-ce que vous me voyez? Oui, ok, parfait. Il y a quand même une nouvelle personne. Donc, c'est dans ce livre-là, en fait, que je l'avais retrouvé, vous voyez, Mercredi. Hop, vous avez ce genre d'alphabet ici. Et en fait, moi, j'ai commencé par le mind mapping, ensuite fait de la facilitation graphique. Et je prenais des notes pour moi, mais avec ce que j'avais appris en facilitation graphique. Et des années plus tard, j'ai appris qu'il y a un Américain qui avait appelé ça sketchnoting. Donc, c'est marrant. Et c'est bien parce qu'il a démocratisé vraiment ça. Alors, lui, il pratique autrement, hein, mais c'est très sympa. Donc, le premier alphabet, c'est celui que je vous ai montré. Hop, ici. Je vais repartir sur la présentation. Voilà. Vous le voyez toujours, le modèle 1. Et le deuxième alphabet, c'est celui-ci, le deuxième modèle, que j'utilise moins. Je vous le donne parce que ça peut peut-être vous servir. Je vous invite à le reproduire aussi avec 12 lettres à votre alphabet, 12 caractères plutôt. Je crois que c'est Sunny Brown dans Doodle Revolution. J'avais dû voir ça là-dedans, je crois, de mémoire. Que je pratique moins, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Vous remarquez qu'il y a plusieurs, quand vous prenez les 5 caractères de base là qu'on a vu dans le précédent, le point, la ligne, on l'a, l'angle, ben, c'est un triangle, l'arc, c'est un demi-rond, la spirale, c'est une façon de faire un rond en continu en fait. La boucle, bon, effectivement, on retrouve ça dans le trait. Le rond, ben, l'ovale, on l'a. L'œil, c'est 2 arcs de cercle. Le triangle, on en a parlé. Le rectangle, ben, c'est un carré qu'on a étiré. Et la maison, c'est un bout de rectangle avec un bout de triangle, quoi. Voilà, le nuage, c'est un peu différent, effectivement. Mais pourquoi pas, voilà, je vous donne les 2 alphabets visuels et vous prendrez, vous, celui qui vous correspond le mieux. Le premier principe, je vous rappelle, c'est de l'alphabet visuel, prendre des formes simples pour faire du dessin simple. Comment on va y arriver? Avec le deuxième principe. Le deuxième principe, c'est l'ingénierie inverse. Je ne sais pas si ça vous parle, ce terme, ingénierie inverse. L'ingénierie inverse, c'est comme son nom l'indique bien, c'est l'inverse de l'ingénierie. Et un ingénieur, il part d'un problème pour trouver une solution. Je simplifie, hein, voilà. Il part d'un problème et son but, c'est de trouver la solution. Nous, on va partir de la solution et on va voir comment déconstruire pour arriver non pas au problème, mais à la chose simple qu'on veut représenter. Donc, grosso modo, on part du produit fini, de ce qu'on veut représenter, et on regarde comment on peut le représenter avec nos formes de l'alphabet visuel. Pour ça, je vais passer sur mon iPad et je vais vous montrer un exemple très concret. Alors non, je ne suis pas blessé, je mets juste un gant, voilà, parce que je vais mettre la main sur l'iPad, soyez pas étonnés. Je vais arrêter ce partage. Hop, je vous retrouve et on va passer donc sur l'iPad. C'est ici. Alors, dites-moi, est-ce que vous voyez l'écran de mon iPad qui est la même chose, ingénierie inverse, que ce que vous avez vu avant? Voilà. Donc, vous voyez, hein, pour la petite histoire et pour un peu une introduction au picto numérique, vous pouvez utiliser le numérique, produire à la main et utiliser ça ensuite au sein d'une présentation beaucoup plus classique. Alors, est-ce que vous voyez une vague? C'est bon? Oui, c'est que tout est synchro. On va partir d'un produit fini. On va dessiner ensemble un ordinateur. On va dessiner quelque chose, un écran d'ordinateur, vous voyez. Donc, si je veux dessiner un écran d'ordinateur, en général, c'est pour soit représenter la notion d'ordinateur, soit représenter la notion de numérique, soit représenter la notion de digital. Et en général, je vais utiliser pour ça un écran d'ordinateur. Je simplifie. Quand je peux, je ne vais pas représenter le clavier plus la souris. Je vais faire l'ordinateur. Donc, j'ai mon alphabet visuel, hop, qui doit être... J'ai mon alphabet visuel ici. Et donc, ce que je vais faire, je vais prendre l'ordinateur et voir dans cet ordinateur les formes de base que je pourrais utiliser. Donc, je pourrais utiliser le carré. Alors, on va voir qu'on va rarement utiliser les formes de base telles quelles. On va souvent les déformer, par exemple. Là, je vais prendre mon carré, je vais l'étirer de chaque côté pour en faire un rectangle, hein, pour mon écran. Donc, je vais utiliser, hop,
un rectangle, vous voyez. Donc, ce que je fais là en orange, c'est quelque chose que je fais dans ma tête. Hein. Je tiens là, j'ai un rectangle. Plutôt que de redessiner un rectangle dedans, voilà. Alors, j'ai pris volontairement le design d'un iMac. Vous connaissez peut-être le modèle, parce que le design est extrêmement simple et puré. Et c'est tellement facile à représenter. Plutôt que de faire un autre rectangle pour faire l'écran, je fais juste un trait comme ça ici. Vous voyez. Là, je vais faire un rond à la place de la pomme. Je vais faire un rond qui va représenter un bouton. Voilà. Et puis, il me reste cette partie-là ici. Et je vais simplifier. Je vais faire un rectangle ici que je vais laisser dépasser. Je vais faire un rectangle dont le côté du bas va dépasser de chaque côté, quoi. Ok, ça va me faire quelque chose comme ça. Hop, hop, et hop. Et donc ça, c'est des choses que je visualise dans ma tête. Donc, je regarde mon produit fini, ou je l'imagine, et je regarde dans mon alphabet visuel comment je peux démonter mon produit fini ou comment je peux insérer mon alphabet visuel dedans. C'est ça ce que j'appelle l'ingénierie inverse. Donc, on va le dessiner ensemble. Donc, le travail que je viens de faire sur l'iPad, normalement, je le fais dans ma tête, ce qui fait que, et je vous invite à faire pareil hein, sur votre feuille, je vais faire mon rectangle. Quand je fais des pictos, vous voyez, je ne me précipite pas. Voilà. Je fais mon deuxième rectangle qui est fondu dans le premier, avec juste un trait. Donc, j'ai mon rectangle ici, je vais avoir mon écran là. Je vais prendre ici, je vais faire un rond, mon pied, que je laisse dépasser. Voilà. Et là, j'ai mon écran. Vous voyez, c'est super facile. On va en faire un autre. Et là, on va en faire un autre, mais en imaginant ce qu'on veut dessiner. Okay, la version la plus facile, c'est quand on peut s'appuyer sur un support. Mais des fois, le support, c'est ce qu'on imagine. C'est un peu plus subtil et c'est de la pratique. Ça se fait très bien. On va faire quelque chose de simple. Ce que je vous propose ensemble, c'est qu'on dessine une voiture. Okay, une voiture de profil. Vous l'imaginez, la voiture de profil? On va commencer par le plus facile. Sur une voiture, le plus facile, c'est les roues. Donc, on va juste prendre un rond, puisque les roues, on les voit en entier, hein, parce qu'on est capable de démonter la roue pour changer le pneu. Pour changer un pneu, donc la roue, on la voit en entier. Donc, je vais faire 2 ronds. Et ça me permet de faire en aparté, vous voyez, quand je fais un rond, je fais un trait simple. En dessin artistique, je ne sais pas si certains ont fait un peu de dessin ou pris des concours de dessin. Quand on fait un rond, en général, on commence par prendre un crayon de bois et on fait 50 arcs de cercle. Après, on fait des ronds comme ça. On voit la grande ligne de force en fait du dessin. Après, on va prendre un crayeur encreur et puis on va repasser comme ça. Vous aurez compris, nous, on n'a pas le temps. Quand je veux faire un rond, je fais un rond simple. Point. Si ce n'est pas tout à fait un rond, ce n'est pas bien grave. Hein. Tout le monde voit à peu près des ronds de ce que j'ai fait. Et pour nous, ça suffit. Ensuite, pour la caisse de la voiture, qu'est-ce qu'on peut prendre comme forme? Vous pouvez activer votre micro si vous voulez. Un rectangle. Un rectangle, voilà. On va prendre notre carré et on va faire un rectangle. Avec un point d'attention, un bémol quand même. C'est que mon rectangle, il va être comme ça. Okay. Sauf que là, il ne va pas passer devant. Hein. Il ne traverse pas les roues. Donc, je vais penser à couper mon rectangle de part et d'autre de mes roues. Et peut-être que je peux faire un petit angle devant. Voilà, ce sera un peu plus sympa. OK. Pour la caisse, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon carré. Pas pour la caisse, pour l'habitacle. Je vais reprendre mon carré, sauf que je vais l'étirer un peu plus. Je vais l'étirer en bas pour faire un trapèze. Vous voyez, légèrement, mais j'aurai toujours ces 4 côtés. Et pour finir ma voiture, vous voyez, ça suffit pour une voiture. Hein. Je vais rajouter juste 2 traits pour donner un peu plus de style. Je vais faire la portière en faisant juste un trait et la poignée de la portière en faisant juste un trait. Vous voyez, là, c'est gagné. On verra hein, dans le dessin un peu plus avancé. Après, les pictos, on peut leur donner plus de vie, on peut les mettre en mouvement. Si ce n'est pas la voiture que je représentais, mais la notion de déplacement en voiture,
Il me suffira, par exemple, de rajouter des traits de mouvement pour mettre la voiture en mouvement. Cette voiture, bien sûr que je pourrais rajouter des détails. Je pourrais rajouter un feu rouge, je pourrais rajouter un feu avant, je pourrais rajouter un pot d'échappement avec de la voiture pour montrer vraiment que ça avance. Je pourrais rajouter un volant avec un personnage ici. Je pourrais même faire un soleil et puis des arbres derrière si je voulais, ou une ville. Mais ce que je veux représenter, ce qui m'intéresse, c'est soit la voiture toute simple, soit la notion de me déplacer en voiture. Et ça suffit. Donc, je suis vraiment partisan pour un dessin minimaliste, pour vraiment une représentation minimaliste du dessin. Et ça, c'est quelque chose qui est important de garder en tête. Vous allez avoir une forme d'esthétisme et de beauté du dessin artistique, de l'exécution d'un artiste. Ce que moi, je vise au niveau d'esthétisme, c'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est la clarification de l'information. Mais quand un message est bien clair et bien représenté, il y a une forme d'esthétisme qui se dégage des planches. Et c'est vraiment lié à la pureté du trait, je trouve, et à la simplification des formes. En tout cas, c'est ma pratique de la pensée visuelle et je vous invite à tester. Il y en a d'autres, il y a des gens qui viennent des facilitateurs graphiques, par exemple, qui viennent du milieu de l'illustration, qui vont faire des choses beaucoup plus complexes, avec beaucoup de 3D, des choses qui sont magnifiques. Pourquoi pas? Ça demande plus de temps et plus de pratique. Voilà. On est bon là-dessus? Oui. Donc, 2 principes à retenir. L'alphabet visuel. Donc, soit l'extrêmement simplifié, c'est celui que j'utilise, soit si vous êtes plus à l'aise, si ça vous aide plus, je vous ai mis le deuxième aussi, le deuxième modèle. Et comment j'utilise cet alphabet visuel? C'est avec l'ingénierie inverse. Comment, soit je décompose ce que je vais représenter avec ces formes et je les assemble, soit c'est plutôt ce que je fais, j'ai ma forme finale et je regarde comment je peux insérer dans ma forme finale mes caractères de l'alphabet visuel en les déformant un peu. Donc souvent, je vais étirer mon carré pour en faire un rectangle. Je vais pouvoir des fois compresser mon cercle pour en faire un ovale. Des fois, je vais tronquer une forme. Je vais avoir un carré juste à 3 côtés. Je vais avoir un arc de cercle, vous voyez. Mais je reste sur c'est très simple. C'est un peu mon indicateur. Hop. Maintenant, on va passer à l'action et à la pratique. Est-ce que vous êtes prête et prêt? OK. Donc là, on a fait vraiment du pas à pas sur des pictos simples. On va rester encore sur des pictos simples. Et on va faire, il y en a qui connaissent déjà le jeu, on va faire ce que j'appelle une dictée visuelle. Donc, qu'est-ce que c'est une dictée visuelle? Je vais vous donner des mots et je vais vous proposer de les représenter. Et on va se mettre un peu dans les conditions du réel. C'est Olivier qui me posait la question tout à l'heure sur le sketch-note. Est-ce que je fais un brouillon, puis je fais ça à côté? Non, je ne fais pas de brouillon. Je décide mes pictos quand c'est possible en direct ou sur un temps faible dans une conférence, par exemple, ou dans une réunion. Et même sur un temps faible, le temps faible, ça dure pas très, très longtemps. Donc, je vais vous donner des mots et je vais vous laisser entre 5 et 10 secondes pour les représenter. OK? Donc, ça va aller assez vite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vais mettre en plein écran. Vous me voyez de nouveau en grand, c'est bon? Corinne qui arrive. Ça veut dire que si vous caressiez l'espoir d'écrire en toutes lettres le mot, de le dessiner en dessous, eh ben, ça ne sera pas possible. Le process est simple. Écoutez le mot, demandez-vous comment vous pourriez le représenter. Utilisez votre 2 nouvelles compétences d'alphabet visuel et d'ingénierie inverse et représentez-le sur votre feuille. Encore une fois, ce qu'on veut, ce n'est pas un dessin réaliste, ce n'est pas un dessin artistique, c'est comment je peux juste représenter, transformer cette notion avec un dessin simple. D'accord? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Donc, je vais repartir. Il y en a, alors, combien je vous en ai mis? Hop, j'ai un doute. Il y en a une dizaine, je crois. C'est ça, il y en a 10. Donc là, vous allez prendre votre feuille. Vous pouvez faire ça, si vous avez pris des notes, vous pouvez faire ça à la suite. Et on va partir sur les mots. OK, vous avez de nouveau ingénierie inverse avec l'action, dictée visuelle, c'est bon. Et c'est parti pour le premier mot. Est-ce qu'il s'affiche, le premier mot?
On va commencer très facilement avec un ordinateur portable. Allez, c'est à vous. Ok, ça fait 10 secondes. Donc ça, c'est le temps long. 10 secondes. On va avancer et le prochain mot, surprise, vous avez le choix entre un stylo ou un crayon. Un stylo ou un crayon. Ok, là, vous avez eu 8 secondes. On avance. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de dessiner ou de représenter le fait de lire, le concept de lecture ou de lire. À vous de jouer. Ok, c'est bon pour vous? On continue l'aventure avec le prochain mot. Ça va être de représenter le fait d'écrire ou de prendre des notes. Écriture, écrire, prendre des notes. Ceux qui l'ont déjà fait avec moi sur certains mots, vous pouvez chercher d'autres variantes, du coup. Vous pouvez profiter du jeu pour chercher d'autres variantes. Ok, le prochain mot, le 5e, on est à la moitié. Comment vous représenteriez la notion de temps? Comment représenter la notion de temps? Je vous aide, il y a 2 grandes façons de représenter la notion de temps en général. Ah, je ne vous ai pas beaucoup aidé en fait. Ok, pour la notion de temps. Allez, hop. On aborde la 2e moitié avec comment vous dessineriez un personnage. Un personnage. Ok. Et maintenant, je vous propose de représenter la notion de formation. Une formation. Comment vous pourriez dessiner le concept de formation? Ah, je vois des sourcils qui se froncent, des... Ok. Quelque chose d'un peu plus conceptuel. Comment vous représenteriez la notion de valeur? La valeur. Alors, ça dépend. La valeur au sens très large. Donc, forcément, on peut faire différents pictos en fonction du contexte. Donc, d'une façon un peu générique, la valeur. On est bon pour la valeur? Pas d'ailleurs. Prochain mot, la notion d'équilibre. On est encore sur quelque chose d'un peu conceptuel là. Ok. Et le dernier, c'est le fameux vélo. Le fameux pourquoi? Parce qu'il y en a qui connaissent l'histoire déjà. Ça a été ma grande révélation du dessin pour la pensée visuelle de vélo. C'est un vélo qui a une histoire que je vous raconterai à la fin. Et cette histoire contient le secret pour développer sa compétence en dessin pour la pensée visuelle. Ok. Je vais arrêter le partage d'écran. Alors, la première étape, c'est de reconnaître ces pictos. Donc, je vous invite à regarder votre liste. Et donc, le premier, c'était un ordinateur portable. Vous l'avez au niveau du sens. Le deuxième, je vous laisse regarder. Vous aviez le choix, c'était un stylo ou un crayon. Le troisième, je vous laisse regarder. Je vous avais proposé de représenter le mot c'était lire. Ça peut être la lecture, tout ce qui tourne autour de ça. Le 4e mot, je vous laisse regarder, le 4e picto. J'avais proposé de représenter la notion d'écrire, de prendre des notes. Le 5e mot, je vous laisse regarder, c'était le temps, la notion de temps. Le 6e mot, je vous laisse regarder. Normalement, ça doit être évident, c'est un personnage, un bonhomme. Le 7e, c'était la notion de formation. C'est bon, ça fait sens.
Les deux autres étaient peut-être un peu plus conceptuels. On va un peu plus loin et vous allez voir. J'ai fait exprès de mettre des mots qui paraissent, entre guillemets, plus compliqués à représenter pour vous montrer qu'ils sont également, mais extrêmement simples à représenter. Et c'est pas le niveau comment dire, de concept qui s'éloigne du niveau matériel. Plus on est proche d'un objet, plus c'est facile. Plus on est dans le concept, plus on va associer à un objet quelque chose pour représenter ce concept. Donc, on avait la valeur en 8e, on avait l'équilibre en 9e, et on avait un vélo. On est reparti sur un objet, quelque chose de très concret, un vélo à la fin. Et j'ai bien dit un vélo et pas une draisienne. Hein. Donc, je vous laisse regarder. Voilà. Ça, c'est l'expérience qui parle, hein, du formateur. Alors, ce que je vais faire maintenant, si ça vous dit, je ne vais pas faire une correction, parce que les pictos, c'est très personnel, et notamment ce que je vise là, c'est pas de faire de vous des facilitateurs graphiques, c'est de vous donner vraiment les compétences de base pour que vous puissiez transformer des idées en dessins simples pour vous. Donc, si les dessins que vous avez faits là, ça fait sens pour vous, gardez-les, parce que ça veut dire que vous avez rempli la mission. Moi, je vais vous montrer les dessins que j'aurais fait si j'avais été dans votre contexte. Ça vous tente? Il y a un peu de place sur mon bureau. Hop, je me suis un peu étalé. Voilà. Je vais utiliser ma caméra. Tac. Voilà, on va régler tout ça. Donc, je ne vais pas faire un partage d'écran là. Je vais changer de caméra. J'utilise, vous connaissez peut-être un visualisateur, c'est une caméra comme ça, vous voyez. Je ne sais pas si vous la voyez ici. Donc, j'ai une feuille ici et la caméra. Donc, on va passer sur cette caméra. Vous allez perdre mon visage et c'est tout à fait normal. Mais vous n'êtes pas là pour me regarder, c'est pas moi qui suis le plus intéressant. OK. Et normalement, vous avez ma caméra qui s'affiche en grand. C'est bien ça? OK. Vous l'avez en grand, c'est bon? Oui. OK. Oui, ben on va faire ça comme ça. Du coup, je ne peux pas vous mettre en galerie, parce que si je vous mets en galerie, vous n'allez pas voir. Enfin, sur l'enregistrement, on aura tous les visages. Ça, c'est aussi la partie de mes premiers zooms où, voilà, on me voit dessiner, mais en tout petit, ce n'est pas l'objectif. Dites-moi, est-ce que, alors normalement, j'ai réglé tout à l'heure, mais est-ce que l'image est nette? Oui. C'est bon là quand je dessine, l'image est nette? OK. J'ai mis la lumière. Est-ce que c'est mieux comme ça? Comme ça, comme ça. Solution 1, solution 2. C'est pareil? On va prendre la solution 2. Hop. Comment? J'avais dit une, mais bon, Ah bon? c'est OK. C'est mieux comme ça? Ouais, c'est plus facile pour l'œil, je trouve. Enfin, d'accord. Alors, le premier, c'était un ordinateur portable, c'est ça? Alors, un ordinateur portable, je trouvais ça assez simple, hein, parce qu'on avait fait la moitié, on avait fait l'écran. Donc, pour l'écran, je vais utiliser un rectangle, comme ceci. Alors, voilà, excusez-moi, m'orienter mieux, parce que je l'ai mis complètement droit sur mon bureau. Voilà, je vais pencher un peu. Pour le clavier, il y a plusieurs solutions. Le clavier, soit vous orientez votre clavier en faisant un parallélogramme, soit un trapèze. Moi, en général, je fais plutôt un trapèze, mais le parallélogramme fonctionne très bien aussi. Et je vais venir ici. Okay. Une astuce de facilitateur graphique, quand vous avez un quadrillage à faire, commencez au milieu, en fait. Coupez la hauteur en deux et les demi-hauteurs en deux. Pour les puristes, je rappelle qu'un ordinateur portable, on a un trackpad au milieu. Et après, je vais couper la longueur en deux et faire mes touches. Si vous avez fait les touches jusqu'en bas, ça va aussi très bien. OK? Donc ça, c'est ma version de l'ordinateur portable. J'insiste encore une fois sur la simplicité des traits. Le deuxième, j'avais quoi? C'était un stylo ou un crayon, c'est ça? Stylo ou un crayon. Alors, quand je fais un stylo, vous le voyez, un stylo ou un marqueur, c'est pareil. J'ai un corps cylindrique, quand je le regarde de profil, ça me fait un rectangle.
et j'ai quelque chose d'un peu triangulaire au bout. Donc, je ne vais pas m'embêter. Un rectangle et un triangle. Il y en a qui ont fait ça, peut-être. Et ça suffit complètement pour représenter de quoi écrire un stylo ou un crayon. Quand je fais un stylo, je vais vous montrer, je rajoute quelques traits, c'est très rapide, mais ça donne un meilleur impact visuel. En général, je fais un carré au-dessus, comme ça, et la mine. Donc, j'ai le bouton ici pour faire sortir la mine. Et je ne sais plus comment ça s'appelle, mais cette partie-là, là, sur le crayon, je ne sais pas si vous voyez bien ici, la petite pince pour accrocher à la poche. Je vais faire un rectangle comme ça que je vais terminer par un carré. Regardez, hop, je fais ça, un rectangle, et là, je fais un carré au bout. Voilà, sans lever le crayon, je fais ça en général. Et là, ça me fait un stylo. Allez, en bonus, vous voulez le crayon? Le crayon, celui qu'on taille, voilà. Donc, je vais encore avoir mon cylindre, donc ça va être là. Je vais avoir mon corps comme ça, sauf qu'en général, il est hexagonal, c'est ça, il a 6 côtés, et donc je vais faire 3 vagues comme ça, ici. Je fais 3 vagues, parce que vous regarderez sur un crayon, hein, mais quand on taille les différentes vagues, ça fait les différentes faces, ça fait des vagues. Et là, je vais rajouter la pointe comme ça. Ça, on peut fermer ici, ça suffit. Hein. En option, moi, j'aime bien faire une gomme. Donc, je fais ça ici. Je fais un carré ici pour faire la gomme. Et à la fin, hop, j'ai un stylo qui est un peu épais. Je vais faire les traits, voilà, les différentes faces. Donc, vous voyez, ce picto, il est un peu plus long par rapport au stylo. Pour ça, en général, je fais le stylo. Si j'avais à faire ça en situation réelle, ce que je ferais juste le corps de mon crayon, les vagues et la pointe. Et tout le reste, si j'ai pas le temps, je le fais plus tard. Ok. On avait quoi après? C'était lire, non? La lecture, c'est ça? De mémoire? Je ne sais pas ce que vous avez trouvé. Il y a plusieurs façons de représenter la lecture. Pour lire, on peut utiliser, qu'est-ce que je vois d'habitude? Un livre, un œil avec un livre, c'est ce que j'utilise. On peut utiliser des lunettes aussi, présenter des lunettes pour la lecture. Souvenez-vous, hein, dans les livres, surtout à l'école primaire, souvent on a un picto avec des lunettes dans l'encadré qu'il faut lire, pour dire que c'est une partie qu'il faut lire. Donc moi, je vais vous montrer le mien. Moi, j'utilise un œil avec un livre ouvert. Alors, pour faire le livre, hop, vous voyez bien, voilà, pour faire le livre, très simple. Alors, un livre ouvert de préférence, quand on lit, c'est mieux, c'est plus logique. Donc, je vais faire un trait, la tranche du livre, comme ça, avec des vagues de chaque côté. En haut et en bas. Donc, les mêmes qu'en mind mapping, hein, que les ramifications, pour ceux qui connaissent. Et je vais descendre mon trait ici pour finir les pages. Après, je fais la couverture, la quatrième de couverture. Voilà. Et si j'ai le temps là, je vais faire quelques pages. Voilà. Vous pourriez mettre un titre, faire des écritures, des rectangles pour imaginer des illustrations. Mais en général, je ne prends pas le temps de faire ça, je fais ça. L'œil, je fais l'œil de profil, comme ceci. Donc, un triangle ouvert avec un arc de cercle. Avec ici un autre arc de cercle fermé en noir. Et ça, c'est mon œil qui est en action, qui va lire. Et souvent, je fais des pointillés pour montrer où il lit. Vous arrivez à voir? Oui, c'est bon, ça c'est grand. Donc, ce picto-là, celui-ci, c'est un que je vais réutiliser à chaque fois que mon œil est en action, qui va regarder quelque chose. Je vais le faire de profil comme ça. Et il va regarder l'objet concerné. Donc là, c'est pour la lecture. Ça pourrait être aller regarder un concept ou quelque chose. Et donc, sur un mind map, sur un sketch note, je pourrais associer mon œil, les pointillés avec un concept derrière. Soit un autre picto, soit un mot, un mot-clé qui est en relation avec ce que je dois regarder, justement. Il y en a peut-être qui ont fait un œil de face. Ça va très bien. J'ai longtemps fait ça. Puis après, je suis passé à l'œil de profil parce que l'œil de face,
Donc, comme ceci. Moi, j'utilise plutôt pour la notion de visuel. Quand on fait un œil de face, donc on fait 2 arcs de cercle, et on va faire un cercle, mais qui part du haut, vous voyez, qui est tronqué en haut légèrement. Vous regarderez, si vous faites le cercle au milieu, ça fait un peu Big Brother, là, ça fait l'œil un peu écarquillé comme ça. Et si vous regardez un œil, vous regarderez ce soir dans la glace, l'œil il est toujours un peu coupé en haut. Ok, je fais pareil pour la pupille ici, hop, en haut. Voilà, je la colorie en noir, je laisse un petit point blanc en général. Je ne sais pas si vous le voyez. Et puis, je vais faire 3, 4, 5 cils. Hop. Donc ça marche aussi. Hein. L'œil et puis les pointillés vers le livre. Ça marche très, très bien. Et moi, j'utilise pour la notion de visuel celui-là. En général. Voilà. Et ici, c'est quand l'œil est en action. OK. Le prochain, c'était écrire, prendre des notes, je crois. Il y a des gens qui arrivent. Écrire, prendre des notes. Alors, écrire, prendre des notes. Il y a encore plusieurs façons de faire. Ce que je vois déjà des fois en formation, c'est, si je reprends celui-là, juste faire des... ouais, peut-être un décalage horaire. On avait bien 19h tout le monde, hein pas 20h. Parfois, j'ai des personnes qui font des vagues après le mot, comme ça, une vague pour dire qu'on écrit. Parfois, c'est juste des vagues comme ça. J'ai des gens qui font un rectangle pour faire une feuille, qui font des vagues dedans. Moi, ce que je fais, c'est que j'associe le stylo et la feuille. Donc, le stylo, ben, on l'a déjà vu. Hein. Donc, je mets bien centré par rapport à la caméra. Le stylo, il n'y a rien de nouveau. Voilà. Et ensuite, je vais faire ma feuille. Et là, on va voir quelque chose on va vraiment développer un aspect un peu... un aspect avancé du dessin pour la pensée visuelle, qui est la notion de chevauchement. Voilà. Comme c'est une feuille, moi, je prends toujours l'habitude de couder mes feuilles, de les corner pour bien montrer que c'est une feuille. On n'est pas sur une tablette, on n'est pas sur une ardoise ou je ne sais pas quoi. On est vraiment sur une feuille. Et ça, c'est vraiment passé dans le langage commun visuel. Si vous regardez le symbole d'Adobe pour le PDF, un PDF, c'est une feuille qui est un peu cornée comme ça. Parce qu'au départ, le but du logiciel PDF, à sa création, c'est plus le cas maintenant, c'est d'avoir quelque chose, contrairement au fichier éditable, comme un fichier texte ou un fichier Word, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas éditer, comme une feuille de papier, hein, qui avait un peu la même valeur. Donc ça, c'est le minimum. Si j'ai le temps, je vais faire des écritures. Donc en général, je fais un titre et je vais faire des lignes comme ça. Voilà. Donc ça, c'est mon concept d'écrire. En bonus, je vais vous donner, si j'ai beaucoup à écrire, ok, je peux faire un tas de feuilles. Et là, extrêmement simple, je vais faire de longueur, de largeur de feuille. Hop là, excusez-moi, je bouge la caméra, voilà. Vous voyez, j'ai cet effet de profondeur. Juste en 2 traits, je passe d'écrire une lettre à... Là, vous êtes presque, vu l'épaisseur, vous êtes presque à un livre, là. Là, vous avez beaucoup à écrire, par exemple. Vous pouvez enlever le crayon et vous avez du coup un tas de feuilles, un dossier. Vous pouvez faire des arcs de cercle pour faire comme un dossier, un manuel, etc. On verra là dans les pictos avancés comment on peut partir de la base et aller beaucoup plus loin avec des astuces simples. Ça, c'était pour écrire. J'avais quoi d'autre après? C'était le temps, c'est ça, il me semble? Ce que j'ai pris comme note à côté, le temps. Le temps, il y a 2 façons de le représenter souvent. Soit on va faire un sablier, soit un cadran d'horloge. Moi, je préfère le cadran d'horloge. Le sablier fonctionne aussi. Je préfère le cadran d'horloge, c'est super facile. Vous faites un rond et vous faites des aiguilles. Une grande, une petite. Avec la jonction des aiguilles, le plus au centre possible, c'est mieux. Ok. Donc ça suffit pour le temps, pour représenter la notion de temps. Comme pour le stylo, ça c'est le minimum syndical. Hein. Le stylo, on avait notre rectangle et notre triangle. Et j'ai rajouté 2-3 éléments. Vous vous souvenez, hein, j'ai rajouté le petit, comment dire, le cliquet ici, le bouton, pardon, avec la mine et l'épingle.
la pince. Là, ce que je vais faire, je transforme en général mon cadran d'horloge en chronomètre. Pour ça, je vais avoir une molette au-dessus qui va être un rectangle que je vais attacher avec des traits. Donc, je vais faire avec des carrés 2 gros boutons sur les côtés. Et là, j'ai mon picto pour le temps. Et ce qui est top, c'est que quand on commence à avoir une banque de pictos, des pictos qu'on a l'habitude d'utiliser, on va pouvoir les mettre en contexte après, les utiliser pour différentes façons. C'est des choses qu'on approfondira un peu plus tard, mais hop là, mon crayon à glisser. Vous voyez, si j'ai ça et que j'ai besoin non pas du temps de façon générale, mais d'une notion de durée. Quand je représente la durée, je fais mon picto du temps et je fais une double flèche pour montrer la mesure. Et cette double flèche, elle peut être plus ou moins longue ou étroite, suivant la durée en question. Ceux qui ont suivi les conférences ou qui ont fait la formation avec moi sur la mémoire et la pensée visuelle, on parle des 3 types de mémoire, à très court terme et long terme. Et donc, cette notion de terme, de temps qui passe, hein, c'est la durée de traitement de l'information par la mémoire, je la représente avec des flèches de différentes largeurs. Vous voyez comment vous pouvez utiliser ce genre de choses. Si vous voulez parler de l'accélération du temps, si vous voulez parler que vous n'avez pas le temps ou le temps qui file, on peut utiliser quelque chose qu'on a fait déjà ce soir. Je vais avoir le temps. Hop, allez, on va faire les aiguilles autrement. Et comme ça va vite, je vais mettre mon temps en mouvement. Vous voyez, là, j'ai le temps qui file. Donc, encore une fois, on verra hein, dans le niveau un peu supérieur du dessin pour la pensée visuelle. Le niveau supérieur, ce n'est pas un niveau d'exécution, c'est un niveau de mise en pratique et d'aller encore plus loin sur l'utilisation des bases qu'on voit ce soir. Donc ça, c'est pour... oh, ça fait déjà 1h13, donc ça sera 1h30, vous voyez. J'ai trop parlé. Voilà le temps qui passe. Je vais accélérer un petit peu. On avait quoi après? Je ne sais plus, c'était un personnage, c'est ça? Ok, un personnage. Est-ce que certains d'entre vous ont fait des choses comme ça? Ça ressemble à des choses que vous avez pu faire peut-être? Pour certains ou certaines, ouais. Ok. Alors ça marche. Ça représente bien un personnage. C'est le premier qui vient spontanément. C'est celui qu'on fait souvent quand on est enfant en plus. Et moi, je vais vous avouer, je n'aime pas trop parce que je trouve qu'il manque de consistance. Il est gros comme ça, voilà, c'est juste un bonhomme bâton. Et j'ai une version qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple et qui a une meilleure expression, je trouve. C'est quelque chose qu'on trouve beaucoup en facilitation graphique. Bon, la tête ne change pas, mais le corps, c'est un peu ce qu'on trouve sur les comptes informatiques, vous voyez. Le corps, je vais faire ça. Donc ça, c'est pas faux. Hein. Je vais pas dire que c'est pas faux, mais c'est pas quelque chose que je vais utiliser. Ok, je préfère ça. Et ce personnage, après, on peut en faire, mais ça, c'est vraiment la base du personnage pour représenter la figure humaine, quoi. Et après, on peut le mettre en scène, vous voyez. C'est des choses qu'on va vraiment aborder la semaine prochaine. Le personnage, il peut représenter un personnage pour un personnage, mais il peut vous permettre de mettre en avant des idées importantes. Par exemple, on peut porter une idée. Vous voyez, l'idée, elle peut être portée sous forme de mots, elle peut être portée sous forme de pictos, elle peut être portée sous forme de mots, on peut faire d'autres choses, on peut faire tenir autre chose, je peux mettre le regard pour montrer où c'est important, je peux habiller mon personnage, par exemple. Vous voyez, on peut faire plein de choses de façon très simple avec les personnages. Et les personnages, c'est pour ça qu'on va dédier une séance entière au-dessus. C'est que dans le dessin pour la pensée visuelle, les personnages ont une place particulière. Vous remarquerez en pratiquant qu'un humain qui dessine un humain à la main, il y a quelque chose qui se crée en fait. Ça attire tout de suite l'attention. Quand vous faites pour les autres, ça va attirer l'attention de votre auditoire. Quand vous faites pour vous, quand vous allez relire vos prises de notes, ça a vraiment un impact. Okay. Et moi, je suis resté des années avec ce genre de personnage. Et la semaine prochaine, on fera des choses un peu plus complexes avec des personnages comme ça qui permettent de mettre en scène, voyez, qui permettent plein d'autres choses derrière.
Donc ça, c'est des personnages un peu plus avancés. On construira vraiment ça demain, pas demain, demain vous ferez autre chose et moi aussi, la semaine prochaine. Et ceux-là, on les approfondira aussi. C'est les premiers que j'ai appris et je vous le disais, on peut faire tellement de choses avec. Je suis à court de feuilles. Pioche dans la réserve. Voilà. C'est bon pour les personnages? D'ailleurs, on va continuer. On va aller sur la notion de formation. Pour la formation, je ne sais pas ce que vous avez trouvé comme idée. Je vais vous donner ma version. Une formation, en général, on a un formateur et un groupe de participants. La plupart du temps, les participants sont assis, le formateur est debout. Donc, je vais faire mon groupe, je le fais comme ça. Au passage, hein, ça, c'est mon picto pour le groupe. Un petit groupe, c'est 3. Un grand groupe, c'est 4 ou 5. Et il suffit de faire un trait dessous, mettre réunion, faire un nuage, et vous avez un cœur de carte pour ceux qui font du mind mapping en réunion. J'ai fait ça pendant des années. Ou pour représenter la notion de réunion, de collectif, etc. Là, c'est juste un groupe de participants. Je vais avoir mon formateur, qui va être un peu plus grand parce qu'il est devant, et il est debout. Et ça, par exemple, je vais faire un tableau derrière, juste avec un rectangle qui va être tronqué par rapport au personnage. Pour la formation, je pourrais aussi l'utiliser pour la conférence. Je ferai juste une bulle pour faire parler mon personnage, vous voyez. Donc là, je suis en contexte de formation. Et donc, je vais juste faire un écran derrière mon personnage, qui est le formateur. Ça, c'est pareil, c'est un format. Je pense que vous avez même dû le voir. J'ai dû le mettre, je crois, sur la planche d'introduction. Si vous avez vu des visuels passés me concernant sur les formations que je donne, il y a toujours ça, voilà, pour les formations. Vous voyez, très, très simple, encore une fois. Très simple et que vous pouvez réutiliser. C'est bon pour la formation? J'avais quoi après? J'avais les deux qui étaient un peu plus conceptuels, je crois, valeur, équilibre, c'est ça? Pour la valeur, vous pouvez... est-ce que vous voulez... vous apparaîtrez par contre succinctement quand vous parlerez, mais si vous voulez me dire quelles idées vous avez trouvées pour la valeur, ça m'intéresse. Parce que là, on tombe sur des choses vraiment plus conceptuelles. C'est pas la bonne que j'ai mis. Est-ce que vous avez trouvé Qu'est-ce que vous avez trouvé pour représenter la valeur? Vous pouvez activer votre micro. Oui, Olivier? Moi, j'ai mis $2. Des dollars, très bien. Donc, on est là, c'est intéressant. On est sur une valeur contextualisée avec valeur financière. Tout à fait. D'autres idées? Moi, j'ai mis, bonsoir, j'ai mis en fait le respect. J'ai mis 2 personnes qui se faisaient un câlin, en fait. D'accord. C'est à utiliser dans certains cas pour la valeur. C'est une forme de valeur, en fait. Okay. C'est intéressant parce que vous voyez, la valeur, c'est un concept extrêmement large. Et en fonction de vos filtres, en fonction du contexte d'utilisation, ça peut être un picto ou un autre. Moi, je vais vous en donner un qui est relativement générique, mais c'est intéressant d'avoir vos retours. D'autres idées, peut-être? Oui, moi j'ai mis un cœur parce que c'est ce qui me tient à cœur. Ah, très bien, super Claire. Très bonne idée, un cœur. Moi, j'ai dessiné une balance avec quelque chose de lourd et des petites étincelles. Genre, quelque chose qui vaut beaucoup. Qui vaut beaucoup plus, d'accord. Tu montes le déséquilibre par la valeur. Ok, super. C'est super. Et puis, je me vois dans tes lunettes, c'est parfait. Une autre idée? J'avais voulu faire une pierre précieuse avec des éclairs qui va dans tous les sens. Une carte, j'ai pas entendu? Non, une pierre précieuse. Pierre précieuse avec des éclats enfin, pas des éclats, mais que ça étincelle, quoi. Des rayons, oui. D'accord, super. Je vais partir sur cette voie, moi aussi. Voilà. D'autres idées ou c'est bon? Du coup, moi, pareil, je cherchais à représenter la valeur morale, mais je n'ai pas réussi. Et finalement, j'ai fait comme en chimie, une espèce pour mesurer la quantité, quelque chose une mesure, quoi. Une mesure avec un point rouge en haut, peut-être, pour montrer qu'on se trouve en haut. Ok, super. Bon, super intéressant tous vos exemples. Je vais repasser sur ma caméra, ma caméra de table. C'est super intéressant et vous voyez que la majorité, c'est très contextualisé par rapport à l'utilisation qu'on peut en avoir.
Là, je vais vous montrer un exemple que j'utilise quand j'en ai besoin, justement. J'utilise effectivement la pierre précieuse, le diamant. Mais comment dessiner un diamant? Simplement, vous allez voir combien c'est simple. Alors, juste que j'ajuste ma caméra. Voilà. Je vais faire. Je fais un trait ici, un trait un peu plus large. Je ferme. Et là, en fait, je vais faire des triangles. Donc là, je vais à la moitié à peu près ici. Hein. Par habitude, je sais que j'ai la moitié. Hop, et je vais faire ça. Après, je fais un triangle. Alors, faites-le pas trop. Vous voyez l'angle d'un diamant. Hein. C'est un peu comme une pointe de crayon, entre guillemets. Ça va être à peu près comme ça. Voilà. Alors, quand je fais une pointe, vous avez vu, j'ai d'abord pointé. J'ai d'abord fait mon point ici. C'est mon objectif. Et après, je vais relier les deux traits. Et après, vous allez relier cette pointe du bas aux pointes des triangles du haut. Et vous avez le diamant. Donc, on pourrait très bien imaginer, on parlait de valeur morale ou de valeur intérieure. Et bien, je peux très bien faire, par exemple, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et mon personnage. Et dans mon personnage, je vais faire le diamant, par exemple. Je pourrais très bien faire la même chose avec la valeur de l'entreprise. Je mettrai mon diamant dans l'entreprise. Ça serait quelque chose... Hop, et je pourrais mettre... Vous voyez, la valeur de l'entreprise, par exemple. Ça pourrait être ça. Là, on commence à s'amuser à combiner les pictos. Ça va pour la valeur? OK. Pour tout ce qui est les éclats, scintillements et tout ça, on verra dans les pictos avancés, comment faire, etc. Il y a plusieurs règles à respecter. Si vous l'avez fait, vous avez peut-être vu que c'est pas très droit et ça ne donne pas forcément le résultat escompté, parce que c'est pareil, c'est de la méthode. On avait quoi d'autre? Je vais avancer. L'équilibre, c'est ça après, hein, valeur équilibre. Pour l'équilibre, moi, j'utilise une balance. La balance. Je vais vous en montrer deux d'ailleurs. Un qui est vraiment le picto pour l'équilibre et une autre façon sur du sketchnote notamment ou même du Maya, plutôt sur du sketchnote pour utiliser ça. Alors la balance, comment je la représente? C'est mon plateau qui est en haut en fait. Enfin mon plateau. Les plateaux sont en bas, mais et là j'ai la notion de balance. Et vous mettez ce que vous voulez dans les plateaux. Vous pouvez mettre des devises, vous pouvez mettre, imaginez, hop, l'équilibre entre les gens, vous voyez, au sein d'une entreprise, j'en sais rien. Vous mettre des petits bonhommes dedans. Une autre façon d'utiliser l'équilibre, c'est, je vais la mettre là. J'utilise ça parfois aussi, hop. Faites un plateau sur un axe instable comme ça. Okay. Et là, vous allez mettre la première notion qui est en équilibre avec la deuxième notion. Et vous montrez qu'entre ces deux mots, ces deux notions, il y a un équilibre. Ou alors, vous voulez montrer le déséquilibre. Et là, vous voyez que le premier mot, il pèse plus que le deuxième. Vous voyez le principe? Voilà. Et peut-être que ça peut faire peur, parce que c'est en déséquilibre. OK.
Donc ça, c'est pour l'équilibre de façon de faire. Vraiment le picto de l'équilibre. Et puis, quelque chose à mettre en scène avec des mots en plus, avec les notions. J'ai mis des mots, mais ça peut être des pictogrammes. Hein, ça dépend, vous l'aurez compris, ça dépend du contexte de votre prise de notes. Le dernier, le meilleur pour la fin, le vélo. Alors voilà comment on fait un vélo. Bon, il y en a qui redoublent, qui retriplent même, j'ai vu hein, parmi les gens qui sont là. J'espère que vous avez fait le vélo du premier coup. Hop, un vélo, ça ressemble à ça. Vous le voyez, le vélo? Triangle, pointe en bas. On va faire 2 triangles, pointe en haut, ouvert. On va faire 2 ronds. Je vous invite à le faire en même temps. Hein. Triangle, pointe en bas. 2 triangles, pointe en haut, ouvert, les 2 ronds. Et là, j'ai la question existentielle du vélo à me poser. Dans quel sens je vais? Je vous propose qu'on aille dans ce sens-là. Ça veut dire qu'on va fermer derrière notre vélo. Hop. Fermer derrière. Dans l'axe ici, on va mettre la selle. Et dans l'axe ici, on va mettre le guidon. Et j'ai mon vélo dessiné de façon simple. Alors, je vous ai dit qu'il avait une histoire, ce vélo. Effectivement, ce picto-là, j'ai appris à le dessiner quand j'avais 14-15 ans. J'étais en 3e, on avait des cours d'art plastique qu'il ne fallait absolument pas appeler des cours de dessin, si on ne voulait pas se faire reprendre par la prof. On avait des cours d'art plastique et je ne sais plus dans quel contexte, mais elle nous a demandé de dessiner un vélo. Et ben, j'ai dessiné un vélo. Hein, je me souviens très bien ce que j'avais fait à l'époque. J'avais fait 2 roues, faut bien les attacher, une selle, et puis voilà, un truc qui ressemble un peu à ça, quoi. Il y en a peut-être qu'on fait ça parmi vous. Et ça, ce que je disais, ça s'appelle une draisienne. Ça s'appelle pas un vélo. Et la prof, je m'en souviens, hein, comme c'était hier, la prof nous a expliqué comment dessiner un vélo comme ça. Triangle pointe en bas, les 2 triangles pointe en haut. Les roues, on décide où on va et on met les détails, les derniers éléments. Et ce jour-là, ça m'avait vraiment fait bugger parce qu'à l'époque, j'allais au collège à vélo. Donc, je garais mon vélo dans un garage à vélo de collège. J'avais des centaines de vélos. Je récupérais mon vélo le soir. Donc, des vélos, j'en voyais tous les jours. On me demande de le dessiner et je produis quelque chose qui ressemble à ça. Et on me montre que techniquement, je suis capable de le faire, en fait, mais que je n'ai pas l'idée. Ça m'a tellement surpris que c'est une expérience qui m'est restée en mémoire. Et 20 ans plus tard, c'est 20 ans plus tard que j'ai eu l'explication de pourquoi ça m'avait autant marqué. Parce que dans cette expérience que j'avais faite ce jour-là, vous avez vraiment le secret du dessin pour la pensée visuelle. Ce secret, c'est quoi? C'est d'arriver à développer un double niveau de regard. Je vais arrêter le partage. Non, je vais changer la caméra, excusez-moi. C'est d'arriver à développer un double niveau de regard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire développer un niveau de regard où vous allez voir, par exemple, des planches ou des pictos de personnes qui ont, si vous commencez à faire des recherches, qui ont des années d'expérience, ok, et dire « Waouh, mais il est trop doué, c'est pas possible, j'arriverai jamais à faire ça. Okay. » Et quand vous regardez, après, vous changez le niveau de regard et vous dites « Attends », vous allez regarder la forme. Vous décollez du fond, de ce que ça représente, de tableau d'ensemble, là, et vous regardez la forme. Picto après picto, comme j'ai fait avec vous quand on a balayé les mind maps et les sketch notes tout à l'heure, et vous allez regarder les pictos un par un. Vous voyez, par exemple, vous avez quelques planches de facilitation graphique derrière moi. Si vous regardez les pictos, vous allez voir que vous êtes tous capables de les refaire. Regardez avec votre nouvelle compétence, regardez la forme, c'est quoi? C'est utiliser l'alphabet visuel et l'ingénierie inverse quand je regarde. Je dis, ah oui, tac, il y a telle forme, bah oui, en fait. Si je le reproduis, facile. Et à partir d'aujourd'hui, je vous invite vraiment, quand vous êtes sur Internet, quand vous allez dans la rue, à regarder les pictos et à vous demander comment vous les représenteriez. Ça dure quelques secondes et c'est vraiment une habitude. Claudia qui est là, enfin, on est souvent ensemble quand on travaille et elle le sait, quand je vais dans les lieux publics, je vais toujours aux toilettes et je vais regarder les bonhommes toilettes. C'est un très bon tâche, je fais ça depuis des années. C'est marrant parce qu'ils sont très, très stylisés et je vais peut-être allumer la lumière. Ça me gênait pour les pictos, ça sera mieux. Ils sont très stylisés et vous avez la forme de base avec les bras simples et vous avez plein d'autres formes. Et demandez-vous comment l'illustrateur qui a créé ce picto a mis en place, qu'est-ce qu'il a fait pour créer ce picto et comment vous le représenteriez. Moi, je prends même des photos, voilà, j'ai une collection de bonhommes de toilette. On a chacun ses hobbies, hein. Mais
tout ça pour illustrer cette notion, mais c'est tellement important, de faire la différence entre le fond et la forme. Okay, et de regarder la forme et de vous demander comment vous allez représenter ça. C'est exactement ce qu'on a fait avec l'écran d'iMac tout à l'heure. Je me suis décollé du sens et j'ai regardé la forme. Quelles sont les grandes lignes de force pour représenter ça. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a abordé là? Il nous reste une chose importante à faire. J'ai une question, Cyril, si je peux me permettre. Oui. Quelle est l'importance ou la non-importance des couleurs en fait, dans un picto? Là, par exemple, on a quand même fait beaucoup de noir. J'ai fait exprès de ne pas mettre de couleur. Ça dépend du contexte d'utilisation. On va faire une chose juste après, c'est les ombrages. On va aussi utiliser la couleur. Ça dépend de l'outil de pensée visuelle que vous utilisez et ça dépend de ce que vous voulez faire sur un picto. Par exemple, sur une carte mentale, l'utilisation classique de la couleur sur une carte mentale, c'est qu'on affecte une couleur à une branche de premier niveau. On va reporter cette couleur sur la ramification. Quand on va mettre des pictos, j'invite souvent les gens à les mettre en couleur avec des couleurs différentes pour les faire ressortir. Sur un sketch-note, il faut faire attention. Sur un sketch-note, trop de couleurs tue la lisibilité. Souvent, je vais me cantonner à du gris pour les ombrages. Ou alors, je vais utiliser de la couleur spécifique pour un élément. Par exemple, moi, j'aime bien faire mes personnages en bleu. Je ne sais pas si je l'ai fait là. Non. Là, elles sont tous en gris ou en orange. Je fais mes personnages en bleu ou en orange. Ou alors, je vais mettre un picto en couleur pour le faire ressortir par rapport à tout le reste. Voilà. On appelle ça, dans la psychologie cognitive, là, sur la mémoire, on appelle ça un élément von Restorff. C'est un élément qui fait contraste avec le reste et qu'on va mieux mémoriser. Il va ressortir et ça va être plus facile à mémoriser. Typiquement, quand on apprend des listes, vous mettez une liste de légumes, vous mettez dans la liste à mémoriser un modèle de voiture. Le modèle de voiture, il va rentrer tout seul parce qu'il fait contraste avec le reste. Et on va utiliser la même chose visuellement. On va avoir vraiment un élément contrastant avec de la couleur pour le mettre en avant et le retenir plus facilement. Voilà. J'ai répondu à la question? Oui? Oui, merci. Et l'utilisation de la couleur, il faut faire attention parce que ça peut être déséquilibrant. Il ne faut pas les utiliser n'importe comment avec des couleurs complémentaires, des choses comme ça. Autrement, des fois, ça fait bizarre, quoi. Voilà. On va passer à la dernière partie technique. Quelque chose que j'ai pas du tout. Cyril, Oui. tu peux préciser, c'est un élément Van Restorff. Von Restorff, oui, Von Restorff. J'ai mis dans le chat. D'accord, Merci, Claudia. merci. Un élément Von Restorff, oui. Oui, alors, pourquoi il ne s'affiche pas? Ah, il est là. Claudia l'a déjà mis, effectivement. Merci, Claudia, pour ta rapidité. Il nous reste donc un dernier élément à voir, ce sont les ombrages. Vous avez vu que je n'ai pas du tout utilisé ça pour l'instant. Et je vais réutiliser mon iPad dans un premier temps. Et puis, on va ouvrir nos pictos après. Je vais partager. Oui. Une question dans le chat déjà depuis un moment. Et là... oui. Il vaut mieux lever la main parce que je ne suis pas le chat en direct. Carole, y aura-t-il un replay? Un replay? Je n'ai pas pu arriver avant. Non, désolé, il fallait venir avant, Carole. Non, je plaisante. C'est bon. Oui, il y aura un replay. Il y aura 7 séances en replay qui sera disponible jusqu'à dimanche. Et donc, cette séance fait partie, pour ceux qui sont arrivés après le début, fait partie d'un ensemble, ce que j'appelle le Picto Summer Camp, d'un ensemble de 6 ateliers très pratico-pratiques. C'est le seul où il y a un peu plus d'explications là pour poser les bases avec l'alphabet visuel, etc. Les autres, on va pratiquer. Donc, pour ceux qui se sont inscrits au Picto Summer Camp, vous retrouverez le replay dans votre espace avec tous les partages, etc. Et pour les autres voilà, qui ne voulaient pas ou qui ne pouvaient pas vous inscrire, il n'y a aucun souci. Vous pouvez retrouver le replay jusqu'à dimanche. J'enverrai le lien demain par email. Il y avait d'autres questions, Claudia? Oui, plus en bas. Où trouver des infos sur l'ingénierie inverse, en fait? Il y a 2 fois la question de Marie-Christine Dupont. Vous trouvez les infos sur l'ingénierie inverse? Ah, ça, c'est une très bonne question. Je sais plus. J'ai trouvé ça dans une formation. Ah, si,
Je l'ai remis là, j'ai retrouvé ça. J'ai retrouvé ça la dernière fois. Hop, voilà, moi, j'ai trouvé ça là-dedans, c'est vrai. C'est un terme informatique, en fait. Alors, l'ingénierie inverse, c'est un terme dans l'informatique et dans l'industrie. Voilà. C'est un terme qui existe vraiment. Et moi, j'ai pris le terme et je l'ai collé à une pratique de pensée visuelle. Vous pourrez chercher ingénierie inverse sur Google, vous aurez plein d'explications. Moi, c'est dans ce bouquin-là. J'explique tout là dans la dernière session live qu'on a fait avec la tribu des neuroefficients. Je rappelle, hein, c'est complètement gratuit. Il y a un live tous les 15 jours. On a un canal Telegram sur lequel je poste des choses, etc. J'ai donné un peu l'historique de comment j'avais trouvé tout ça. Et dans ce livre-là, normalement, c'est pour apprendre à faire des pictos pour les profs de langue étrangère. Vous voyez, j'avais ça qui m'avait sauté aux yeux, où elle avait une vache comme ça, et elle avait fait le carré du corps de la vache, des traits juste pour les dessins, un triangle pour la tête. Et grosso modo, c'est comment je peux représenter, vous voyez, des choses, je ne sais pas si vous voyez bien, des choses très, très simples. Voilà. C'est un livre qu'on ne trouve plus. Hein. J'ai eu du mal à le trouver, celui-là. Je l'avais trouvé sur Internet à mes tout débuts, il y a une dizaine d'années. Et il est offert sur la tribu, d'ailleurs, le PDF, comme on ne peut plus le trouver. Si ça vous intéresse. Donc, voilà pour l'ingénierie inverse pour la pensée visuelle. Malheureusement, c'est un concept que j'ai développé, c'est la conceptualisation de mes pratiques, je vais dire ça comme ça, pour pouvoir le partager facilement. Différence entre sketchnoting et picto de Dan. Le sketchnoting, c'est une technique de prise de notes. Le picto, c'est un élément de ma boîte à outils visuelle. Dans le sketchnoting, je vais utiliser beaucoup la typo, des connecteurs, des conteneurs, des séparateurs, des puces, des pictos, etc. Donc, le sketchnoting, c'est une technique de prise de notes à part visuelle, à part entière. Le picto, c'est un élément qu'on va trouver dans le sketchnoting, qu'on va trouver dans le mind mapping, qu'on va trouver dans la facilitation graphique. Chaque fois que vous utilisez la pensée visuelle, vous pouvez intégrer les pictos, en fait, dans n'importe quel outil. Je vois que Claudia, tu avais mis le lien vers le canal Telegram déjà plus haut. OK, c'est bon. Il nous reste les ombrages. Vous êtes prêts pour les ombrages? Je vais repartir sans plus tarder sur mon iPad. Dernière partie. Hop, voilà, si je retrouve mon bouton de partage, il est là. Câble. Hop. Est-ce que vous avez la partie 3 ombrage? C'est bon? OK, super. Alors, les ombrages. La première chose à saisir, à bien comprendre, c'est que vous allez avoir besoin de placer une source, votre source lumineuse où vous voulez sur votre feuille. En général, on la met là, en haut à gauche ou en haut à droite. Moi, je la mets ici. Pourquoi? Parce que j'ai commencé comme ça et par convention, je fais toujours par habitude. Voilà. Ce qui est important, c'est d'avoir votre source lumineuse pour une planche toujours au même endroit. Autrement, vous allez faire des ombrages inversés et ça fait bizarre. Votre œil va, votre esprit ne va pas forcément comprendre pourquoi c'est bancal, mais votre œil le détecte et voit qu'il y a un truc qui n'est pas clair. Donc, vous choisissez soit là, soit là. Pas forcément là, hein. Faites ce que vous préférez. Et ensuite, on va appliquer nos ombrages. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous voyez, je vais avoir mes rayons lumineux qui vont arriver, alors, non pas de façon, on va dire qu'ils arrivent de façon parallèle, hein, les rayons lumineux. Donc, tout ce qui va être de ce côté-là, de mes formes, ça va être éclairé. Tout ce qui va être de l'autre côté, ça va être ombré. Facile? On place la source lumineuse. Tout ce qui est du côté de ma source lumineuse, ça va être clair. Tout ce qui va être de l'autre côté, ça va être plus foncé. Donc, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez ombrer en couleur, vous pouvez ombrer en gris, vous pouvez ombrer en noir. D'ailleurs, ce qu'on va faire, je vais la dupliquer. Je vais la faire 2 fois. Si vous avez des feutres avec vous, c'est très bien. Et vous pouvez prendre un feutre gris, un feutre de couleur, et vous allez ombrer. Il y a 2 types d'ombrage. Il y a ce qu'on appelle l'ombre portée. C'est une ombre qui va venir à l'extérieur de ma forme et qui va venir, vous allez voir, décoller comme si mon rectangle ici, il était un peu plus élevé que ma feuille. Et vous allez avoir l'ombre de volume qu'on va faire à l'intérieur qui va donner une idée de volume.
Ça se voit encore plus sur les cercles et les rectangles d'ailleurs. Donc, on va commencer par l'ombre portée. Je vais faire une ombre, hop là, elle est là, voilà. Une ombre sur le côté. Vous voyez ce que ça crée? C'est comme si ça le décalait légèrement. On va le faire après sur les pictos qu'on a fait tout à l'heure. Pour l'ombre portée du cercle, je vais passer sur le côté. Donc, j'ai mes rayons. Hein. Mes rayons sont comme ça. Donc, je vais commencer ici et je vais finir ici, ok, sur cette portion-là. Parce que cette portion-là, ici, tout ça, c'est éclairé. Donc, tout ça, ici, ça va être ombré. De cette façon-là. Quand j'ombre à l'intérieur, hop, je vais ombrer à l'intérieur ici, sur les côtés ombrés. Et là, mon disque il va se transformer en boule, en fait, en sphère. Donc, mon personnage qui était tout plat, le fait de faire un ombrage comme ça sur le côté, vous voyez, tout de suite, ça lui donne de l'épaisseur. Si vous n'avez pas de feutre, bien, ce que vous faites tout simplement, c'est que vous allez repasser en noir, vous voyez. Ça marche très bien aussi. Passez juste à côté. Hop, comme ça. Mais pas très bien réussi. Voilà. C'est bon? Donc, en couleur, gris ou en couleur, avec un feutre, ou alors, si vous avez que ça sous la main, vous le faites en noir. Les deux fonctionnent bien. Donc, un détail sur l'ombrage, vous voyez, j'ai pas commencé à la pointe à l'angle de mon rectangle, je laisse un petit décalage, puisque ce que je veux, c'est décaler, donner l'illusion que je décale mon rectangle de la feuille, pour lui donner de la hauteur. Donc, à retenir des ombrages hein, et du dessin en général pour la pensée visuelle, dessiner tout à plat, dessinez rien en 3D, parce que si vous commencez à faire de la 3D, vous aurez des points de fuite, des contre-plongées, etc. C'est compliqué à dessiner, surtout sur une planche dans son ensemble. Dessinez tout à plat et donnez l'illusion du volume avec de l'ombrage. Mais on va jouer encore un peu sur l'ombrage. Reprenez vos pictos, votre feuille de picto. Hop. Ça va aller vite. Alors, c'est pas ça. Je vais me remettre sur ma caméra, hop, sur ma feuille. Et on va ombrer ce qu'on a fait comme picto. Je vais juste éteindre la lumière. Est-ce que vous voyez bien? Ça va? C'est bon? Ouais, c'est pour éviter d'avoir l'ombre de... Moi, je vais avoir besoin d'un peu de lumière, par contre. Voilà. Et je vais prendre... vous voyez, je prends un feutre gris et je vais ombrer. Voilà, le plateau, je le laisserai... C'est pas fait pour ombrer des petits pictos comme ça. Voilà. Hop. C'est bon pour ça? Pour la valeur, par exemple, je mettrai plutôt de la couleur, du jaune ou du orange. Soit comme ça. Et on parlait de couleur tout à l'heure. Si je l'avais dans un picto, pour le mettre en valeur, je le mettrais complètement couleur, en fait. Je mettrais plutôt du jaune hein, sur une planche. Il y a différentes facettes, d'ailleurs. Que je réfléchisse. Tac, ouais, c'est plutôt comme ça.
Pour les personnages, ben, on l'a fait ensemble. Vous voyez, il y a un avant, un après, hein, dès qu'on met l'ombrage. Ça donne, c'est facile et ça donne une autre dimension. Alors, quand on met l'ombrage, hein, on fait ça vraiment dans la phase de finalisation. On fait rarement ça en direct. Même le personnage simple, vous voyez, avec ça, ça donne tout de suite un peu d'épaisseur. Pareil, ça, c'est l'ombrage qu'on a déjà vu. Alors, ici, hop. Ah, sur nos chronomètres. Ça va, vous suivez, c'est bon? J'avoue, je comprends pas très bien, Cyril, quand est-ce qu'on doit ombrer à l'intérieur, à l'extérieur. Ça dépend si je veux faire du volume, si je veux donner une idée de volume à ma forme ou si je veux la faire ressortir à plat de ma feuille. Pour l'instant, j'ai fait quasiment que des ombres intérieures pour donner du volume. Qu'est-ce que j'ai là, par exemple, je vais le faire à l'extérieur parce que je veux décoller mon tas de feuilles de l'extérieur, tu vois. Par contre, c'est pas évident avec la caméra. Par contre, ici, je vais donner du volume à mon crayon. Donc, je vais le faire à l'intérieur. Tu vois l'idée? L'ombre portée, c'est quand je veux décoller un objet de ma feuille. L'ombre de volume, c'est quand je veux arrondir, quand je veux donner du volume à mon objet, donner une troisième dimension. Hop, là, je fais ça. Et par exemple, ici, prendre de la couleur. Vous avez compris le principe? On ne peut pas tous les faire. Hop. En général, je fais les feuilles aussi. Voilà. Est-ce que c'est bon pour l'ombrage? Vous avez pu pratiquer? Rallumer la lumière. Voilà. Pour terminer, je vous propose juste ça, à ombrer. 4 pictos simples. Et on va en rester là-dessus. Je propose de représenter ces pictos et de les ombrer. Okay. On a 1 minute. Dites-moi, est-ce que ça se termine? C'est bon? Ok. Alors, je vous donne ma version de ces ombrages. Donc, l'enveloppe, c'est un autre élément, Olivier, par rapport à ta question de tout à l'heure. Quand est-ce que je choisis l'ombrage intérieur ou extérieur? Quand j'ai un objet plat,
En général, je vais le décoller. Je vais faire Pardon, comme c'est plat, je n'ai pas besoin de le mettre en volume. Je vais Hop là. Je vais le décoller. C'est peut-être un peu... Je vais le décoller avec une ombre portée. Pareil pour la feuille. Et puis mon stylo, ça va être à l'intérieur. Hop. Et mes personnages, on a vu, hein. C'est facile. En général, je peux faire ça ici aussi, à l'extérieur. Facile les ombrages? Souvent, si vous avez déjà pratiqué le dessin pour la pensée visuelle, sans vous former, etc., on teste les ombrages. Ça marche une fois sur deux, c'est bizarre. C'est comme tout le reste de ce qu'on va voir, ça n'est que de la méthode. Vous comprenez la méthode, comment ça se construit. Vous avez vu la méthode pour construire des pictos, vous avez vu la méthode pour ombrer. Une fois qu'on comprend la méthode, qu'on la pratique un peu, vous allez voir, il n'y a rien de plus compliqué que ce qu'on a fait ce soir. Les points vraiment à retenir de ce soir pour terminer. Hop, la première chose vraiment importante, hein, l'objectif de ce qu'on a fait, c'est de transformer des idées, transformer des concepts, transformer des objets même, en pictos, en dessins simples, avec des traits simples qu'on peut exécuter rapidement. Rien à voir avec le dessin artistique. J'espère vraiment que ce soir, vous avez pu faire la différence et j'espère que vous avez vu que même pour vous, c'est possible. J'appelle ça la méthode pour ceux qui pensent être nuls en dessin, ce qu'on a fait ce soir. Parce que ça fait 10 ans que j'enseigne ça et je n'ai jamais, c'est pas vrai, une personne n'a pas pu rentrer dedans. J'ai pas creusé cette information en groupe et apparemment elle avait eu un gros traumatisme autour du dessin, elle ne pouvait pas. C'était pas technique, c'était émotionnellement, elle ne pouvait pas rentrer dedans. Mais je sais pas calculer, des milliers de personnes que j'ai formées, tout le monde y arrive. Voilà. Avec un niveau basique de dessin, ça permet de représenter des choses. Donc, pour que ça marche, souvenez-vous, simplicité, utilisez l'alphabet visuel, utilisez l'ingénierie inverse. Et l'autre chose, je n'ai pas trop insisté là ce soir, c'est la rapidité d'exécution. Un picto, pour qu'il soit vraiment opérationnel, on estime qu'il faut pouvoir le dessiner en moins de 5 secondes. Donc, des fois, on fait des pictos plus complexes, et en 5 secondes, ce qu'on va faire, c'est la trame du picto, qu'on viendra finir sur un temps plus faible de la captation, par exemple. Donc, c'est vraiment les 3 notions à retenir. C'est juste transformer des idées, les rendre claires avec un dessin simple, justement, un dessin simple et que ça puisse être exécutable rapidement. J'aurais pu mettre un 4e point, c'est ce que je viens de dire juste avant, c'est l'aspect méthodologique. Ça n'est que de la méthode. Une fois que vous comprenez ça, vous apprenez les méthodes, vous les appliquez, vous allez voir, vous allez progresser extrêmement vite. Et cette notion de méthode, c'est valable pour les pictos, là, ce qu'on fait, mais c'est valable pour tout ce que je transmets en formation, c'est toujours que de la méthode. Ce soit la lecture efficace, la pensée visuelle, le sketchnoting, vous avez vu des planches finies, mais sachez qu'une planche finie, en fait, il y a différentes étapes. Il faut comprendre les étapes, les pratiquer. Vous ne ferez pas des planches de professionnels tout de suite, mais avec une dizaine de pratiques, la courbe de progression est extrêmement rapide. Pour terminer pour ce soir, ce que je propose à ceux qui font partie du Picto Summer Camp, ceux qui se sont inscrits aux 6 semaines, demain, vous recevrez un lien par email pour vous inscrire dans le canal, pas dans le canal, dans le groupe. C'est un groupe dédié à cette pratique-là, un groupe Telegram. Et c'est de vous amuser à faire un picto par jour. Je précise, c'est pas marqué, mais je le précise à haute voix, c'est un minimum, c'est juste un jeu. Si vous voulez en faire plusieurs, amusez-vous. Okay, c'est pas la peine d'en faire 15 à chaque fois. Je préfère que vous en fassiez un tous les jours que 10 une fois. C'est vous habituer à regarder autour de vous, tiens, un picto, prenez une photo, puis quand vous avez un moment, vous le reproduisez, vous prenez une photo, vous le mettez sur le groupe, vous voyez. Vous amusez comme ça. Et vraiment sans prise de tête, en vous amusant. Pour développer cette habitude de regarder et d'exécuter. Si vous êtes déjà en vacances, regardez sur vos lieux de vacances, il y a des pictos, mais tellement partout. Voilà.
Et le soir ou le midi au restaurant, hop, un petit, même sur une serviette, vous prenez la photo, vous mettez ça sur le groupe et ça fera très, très bien l'affaire. C'est bon pour l'activité joyeuse de la semaine? Il n'y en a qu'une là. Voilà, j'ai mis ça au pluriel, mais cette semaine, il n'y en a qu'une. Pour ceux qui veulent aller plus loin, souvenez-vous, hein, on a le programme complet du Picto Summer Camp. Vous avez la page, je peux vous remettre la page là, hop, de présentation, il y a tout le programme. Claudia est trop rapide, elle vient de le faire, merci Claudia. Vous avez tout le programme des 5 sessions qui restent. Donc, bien sûr, pour toutes les sessions, vous avez le replay, vous avez les supports, il y aura du travail. J'aime pas ce terme, c'est des activités, ça va être amusant. Hein. Mais des productions, si vous pouvez les faire, vous les partagez sur le groupe Telegram. Nous, on les exporte, on mettra ça sur votre espace pédagogique et vous avez un accès sans limite à cet espace après. Voilà. Si vous n'êtes pas disponible un soir, il n'y a pas de souci, vous avez le replay. Juste, loupez pas les 5, c'est un peu dommage, quoi. Le but, c'est de pratiquer ensemble le soir, d'être le plus nombreux possible et puis de se voir la semaine sur le groupe. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte ce soir? J'avais dit 1 heure. Bon, bah vous saurez, il faudra multiplier par 2. Ça sera beaucoup plus rapide les autres fois. Enfin, beaucoup plus rapide. Ça sera à compter 1 heure quoi, les prochaines fois. Et moi, j'avais juste une question. Oui. C'était sur les marqueurs, enfin les feutres que tu utilisais, parce que moi j'utilise les feutres de mes enfants et j'avoue que c'est un peu grossier, enfin, ça bave un peu. Est-ce que tu as quelque chose à nous conseiller comme Pas ça. Enfin, pas ce que j'utilise, parce que normalement, c'est pour des paperboards. Ouais. Moi, quand je pratique, hein, vous le connaissez sans doute, des frictions. Voilà. Friction. Et même quand je fais des pictos, des frictions. Autrement, des feux de pointe moyenne. Les miens, ils sont où? Hop, j'arrive. Voilà. Ah, pareil, ceux qui sont formés avec moi, vous les connaissez, c'est pas une obligation, mais moi j'utilise des Stabilo Capi. Je les adore, ils ont un lacet, vous voyez, pour les attacher. C'est normalement fait pour les enfants. Mais même pour les adultes, ça marche. Vous avez un anneau comme ça, et vous enfilez comme des perles, les stylos, ce qui permet de jamais perdre les capuchons ou les feutres. Et au niveau, c'est les pointes moyennes, et c'est très bien. Voilà, c'est ce que j'utilise pour les mind maps notamment. Et merci beaucoup. Mais pas, voilà, n'importe quel feutre. Si vous voulez faire du plus épais, vous prenez le feutre noir, c'est un peu plus épais que ça et ça fait bien l'affaire. Il y a ceux-là qui sont bien aussi, les Papermate, ces collections-là, que beaucoup aiment bien. Moi, j'aime moyen pratiquer avec, mais je sais que c'est apprécié par beaucoup de personnes. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le matériel? Alors, ou sur les autres sessions, sur ce qu'on a vu là? Vous avez les références de ce que j'ai dit, merci Claudia, dans le chat. Alors, super formation, pas de possibilité de m'inscrire pour cette année, mais retiens pour notre formation. Bah, avec plaisir, Corinne. Si vous avez terminé, s'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on se laisse là. On se souhaite une bonne soirée. Oui, trop tard, j'ai dit au revoir. Vas-y. Je suis inscrite et donc on va recevoir aussi un lien alors pour les prochains. Oui, tout à fait. Ok, d'accord. Ça sera un lien, ça sera un autre lien que celui-ci, mais je pense que je vais prendre le même systématiquement. Voilà. Mais ça ne sera pas celui-ci. Oui, ok. Merci. Merci, amusant, oui, merci. Ok, c'était génial. Merci Marie-Christine. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Si vous avez une question là avant qu'on se quitte, vous avez encore 1 minute, profitez-en. Et de toute façon, je vais envoyer un mail le temps d'exporter. Je ne vais pas faire ça ce soir, il est déjà 21h, mais j'exporte tout ça sur YouTube. Et la vidéo sera en accès libre jusqu'à dimanche. Vous aurez le lien pour tout le monde. Donc, si vous avez pris en retard, ce n'est pas grave. Vous aurez accès à tout quand même. Et rappelez-vous, je laisse le tarif de lancement jusqu'à dimanche aussi. Donc, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez venir vous amuser avec nous, faire partie de l'aventure, vous êtes les bienvenus. Voilà, vous pouvez payer en plusieurs fois. Enfin, tout le discours marketing que vous connaissez, je ne vais pas le refaire là. Tout est sur la page, tout est décrit. Je vous laisserai aller regarder tout ça. En tout cas, je vous dis... Moi, j'ai dit au revoir, je meuble, mais personne ne part. Au revoir. On peut faire comme du temps du Covid, on peut se faire un apéro à distance, voilà.
Au revoir. Au revoir. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Bon, je coupe l'enregistrement. Au revoir.